Installé, le frère monsieur Martin Descroix-Autresse à l'issue du conseil, pardon. Et donc nous allons passer à la délibération suivante, c'est Alberlaise au sujet de l'autorisation de signature du contrat de ville. Merci monsieur le maire. Donc je l'ai dit tout à l'heure en propos, vous m'avez passé la parole en propos introductif, la nouvelle loi, la loi qui a été votée en février 2014 par l'Assemblée nationale, a fixé les principes de la nouvelle politique de la ville et ses nouveaux outils. Donc une nouvelle géographie prioritaire, donc pour ce qui est de Louviers, nous avons donc Maison Rouge et les Acacias d'Alonde, les Oiseaux qui forment donc deux quartiers de géographie prioritaire. Val-de-Reuil dans une grande partie de sa surface et également sorte de la géographie prioritaire pour ce contrat de ville, Pitre-le-Manoir et Pont-Large qui rentrent par contre en territoire de veille active. Donc une nouvelle géographie prioritaire, 4 piliers, en réalité 3 fixés par la loi et un 4e qui a été rajouté par le gouvernement à l'issue des événements de janvier 2015. Donc ces 4 piliers sont le développement économique et l'emploi, ce qui est tout à fait nouveau, qui n'avait pas été traité en tant que tel dans les précédentes lois de politique de la ville, le développement urbain, c'est-à-dire le cadre de vie, la cohésion sociale, et ce 4e pilier, donc rajouté par le gouvernement pour répondre aux attentats contre Charlie Hebdo, le pilier citoyenneté, laïcité, valeurs de la République. Il y a également ce qu'on appelle des priorités transversales, des thèmes donc, qui sont très importants également, la jeunesse, l'égalité homme-femme, la lutte contre les discriminations, et puis localement culture et politique publique durable. Et parmi les nouveaux outils, les conseils citoyens qui seront mis en place sur chaque site prioritaire, c'est-à-dire un pour Val-de-Reuil et donc 2 pour la ville de Louviers, puisque 2 quartiers de géographie prioritaire. Voilà, donc en fait, des groupes de travail se sont constitués. Nous devons signer ce qu'on appelle un contrat de ville qui fera suite au contrat urbain de cohésion sociale. Nous devons signer ce contrat en principe avant le 30 juin 2015. Madame la ministre en charge de la politique de la ville a récemment dit que ça devait être un horizon et non pas une deadline, mais il faut qu'on continue de travailler et d'essayer de tenir quand même les délais, puisque le contrat de ville comprend notamment le protocole de préfiguration qui va permettre de déterminer quelles sont les études à mener pour passer devant le comité d'engagement de l'ANRU, ce qui concerne donc la ville de Val-de-Reuil, et maintenant on le sait, le programme d'intérêt régional pour le quartier des Oiseaux, la Londe, les Acacias. Donc en fait, ce contrat de ville va permettre de décliner l'ensemble des actions que nous allons mener pour répondre à ces 4 piliers, suite au travail de concertation qui est actuellement mené à l'agglomération et qui est d'ailleurs très dense, puisqu'il faut réunir l'ensemble de nos partenaires, des services évidemment de l'agglomération et des villes concernées, et également tous nos partenaires, services de l'État, associatifs, etc. C'est un gros boulot. Et je vous ai laissé, je pense que vous avez pris connaissance des différents points principaux. Donc on peut peut-être notamment, quand même pour le pilier cadre de vie, noter aussi la reconduction de l'abattement de 30% de la taxe foncière sur les propriétés bâties, parce que ça c'est un vrai levier pour la gestion urbaine de proximité. Il va également y avoir donc localement, pour ce qui est de Louviers, la mise en place d'un plan stratégique local qui est également qui sera peut-être la seconde pierre après la convention d'entretien des espaces verts que nous avons signée fin avril avec les bailleurs et l'agglomération. Donc c'est la deuxième pierre en fait de la gestion urbaine et sociale de proximité. Et je propose d'ailleurs que si vous avez suivi à peu près la délibération, que l'on modifie cette délibération, puisque maintenant nous pouvons inscrire, parce que nous avons maintenant un courrier officiel du préfet de région qui dit que nous sommes éligibles au programme d'intérêt régional. Donc il faut modifier dans la délibération, là, dans le projet de délibération, on avait attente de l'instruction pour entrer dans le programme d'intérêt régional. Maintenant, je vous propose qu'on note, donc, à Louviers, financement par le programme d'intérêt régional de l'ANRU, du renouvellement urbain du quartier des Acacias à la Londe des Oiseaux. Voilà pour ce qui est de Louviers. On développe également ce qui se passera à Val-de-Reuil. Pour le développement économique et l'emploi, il faut absolument qu'on soutienne les acteurs économiques et qu'on lève tous les freins à l'emploi. Il y avait déjà des actions qui étaient menées dans le cadre du CUX, notamment tout ce qui est mobilité géographique, insertion par l'emploi. Mais nous allons continuer et la Caisse des dépôts et consignations va nous effectuer un audit qui nous permettra de proposer des actions tout à fait pertinentes. Etc. Voilà. Donc,
Aujourd'hui, en fait, je ne peux pas vous présenter le contrat de ville à proprement parler puisqu'il est en cours d'élaboration. L'agglomération s'est dotée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage qui nous aide dans la rédaction exhaustive de ce document. Une autre assistance à maîtrise d'ouvrage nous permet, avec la ville de Val-de-Reuil, d'établir un seul et unique protocole de configuration pour présenter au comité d'engagement de l'ANRU les deux projets. Donc Val-de-Reuil dans sa version ANRU nationale et puis Louviers dans sa version programme d'intérêt régional qui passe par le contrat de plan État-région. Et en fait, il s'agit par cette délibération d'autoriser Monsieur le maire à signer le contrat de ville avec l'agglomération Seine-Nord. Y a-t-il des questions sur ce contrat de ville? Encore une explication de vote. On est dans ces dossiers ANRU, dans la phase bien connue, où effectivement l'État, après une première phase, une première vague de réalisation, en tout cas de l'ANRU, lance une seconde phase. Comme il est traditionnel, on est pour l'instant dans les déclarations de bonnes intentions. Le projet que vous présentez, c'est tout à fait normal. Et qui par ailleurs est présenté par un gouvernement de gauche, qui est surtout pour l'instant une énoncé de grands principes sans contenu local concret. C'est normal. C'est normal. Bien évidemment, compte tenu des objectifs et des principes énoncés dans ce programme futur, on serait tenté de voter pour et de vous soutenir dans ce démarche. Vous faites annoncer un dossier tout à fait d'important. Bon, c'est bien, hein, c'est bien, il n'y a rien à dire. Sauf que l'attitude permanente que vous avez en niant le travail qui a été accompli par vos prédécesseurs dans le cadre de l'ANRU précédent, en niant, comme vous venez de le faire, que sur le dossier de l'aménagement du quartier de Lalonde, comme celui de Lalonde, combien de réunions on a eu sur le dossier des oiseaux avec le habitat, etc., et que des projets ont été mis en place, enfin que le travail a été défriché, vous preniez ou vous ne preniez pas, je n'ai pas là, mais le fait de nier en permanence que du travail, beaucoup de travail positif a été accompli par vos prédécesseurs, ça ne nous incite pas, si vous voulez, à vous soutenir dans cette démarche, parce que quand même, quand on voit ce que vous avez fait, effectivement, des propositions des habitants sur les zones rouges, les jetés à la poubelle, bon, très bien, les 100 propositions qui avaient été rédigées par les habitants, vous avez jeté à la poubelle, bon, d'accord. Et quand je vais dîner dans le quartier de Maison Rouge, ce qui m'arrive assez souvent avec des habitants avec lesquels j'ai gardé d'excellents contacts, ils sont un peu déçus parce qu'ils ont l'impression d'avoir été perdus, d'avoir travaillé pendant des années dans le cadre des ateliers urbains. Oui, mais vous ricanez. Les ricanements, vous savez, ça ne jamais effrayé. Donc, voilà. On est dans la phase de déclaration de bonnes intentions. J'hésite. Selon ce que vous allez dire, on s'abstiendra. Voilà, peut-être on votera pour, parce que sur le fond, il n'y a rien à dire. C'est un cadre tracé par l'État, c'est toujours un peu verbeux, un peu vague. Ici, quand même, une question. Nous avions, dans le cadre de la démocratie participative, instauré des visites de quartier, des commissions de quartier, plus de 250 réunions de commissions de quartier, à quel point on est invité dans le quartier. Et nous avions également créé 4 grandes commissions de quartier qui étaient chargées de réaliser des projets avec comme moyen d'action. Selon le projet, on disait que tout l'appareil municipal était mobilisé pour accompagner les projets qui sortaient de ces commissions de quartier. Bon, ce dispositif existait, il n'existe plus. Pourquoi? Et ensuite, quelle articulation voyez-vous entre ce que nous avons fait en matière de commission de quartier, qui existait, qui travaillait, les gens sont bien déçus que ça ne fonctionne plus, et les fameux conseils citoyens pour lesquels j'aimerais que vous nous disiez votre vision de ce qu'est un conseil citoyen, ces 2 conseils citoyens qui vont remplacer le dispositif de démocratie participative que nous avons mis en place et que vous avez jusqu'alors superbement ignoré ou cassé. Donc, monsieur le conseiller municipal, si vous n'aviez pas démissionné de votre poste à l'agglomération, enfin de votre poste de conseiller communautaire, et si vous étiez un petit peu plus présent... Non, je réponds, je ne vous ai pas interrompu, donc je réponds. Mais monsieur Ducou pourra en témoigner, monsieur Canivet aussi, voilà, vos autres conseillers pourront témoigner. Si vous n'aviez pas démissionné... Mais commencez pas comme ça, vous voulez pas de conflit. Vous laissez Internet, Elle dit
qu'elle veut pas de conflit, elle commence comme ça. Elle n'a pas... Et Elle en aurait pas de j'ai été mesuré, calme, pondéré, on commence par me dire... Ça va pas dire longtemps, hein. Et si vous répondiez aux invitations qui vous sont faites, ça vous fait mal. notamment par exemple pour la signature de la Convention des espaces verts, mais en plein d'occasions, vous pourriez entendre que je dis aussi bien, enfin en tout cas en ce qui concerne les délégations qui sont les miennes, c'est-à-dire toutes les délégations sociales et à l'agglomération, la politique de la ville et le développement durable, je dis très fréquemment, et tout le monde peut en témoigner ici, et notamment ceux qui siègent avec vous, que, et les techniciens également, que je salue régulièrement ce qui a été fait par la mandature précédente quand je considère que ce qui a été fait était bien. Non mais je réponds à ce que vous dites d'abord quand voilà, à la première question. Donc bien sûr que ça s'inscrit dans une continuité, et vous le savez, et vous ne pouvez pas le nier. Et je pense que là, autour de la table, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent témoigner que quand les choses se sont bien faites sous la mandature précédente, je les salue. Voilà. On peut évoquer les sujets, tous les sujets, mais ce n'est pas le propos. Sur les conseils citoyens, c'est de l'or en bas pour moi votre question, monsieur Franck Martin, c'est de l'or en bas. Le conseil citoyen, et j'espère que vous avez bossé un tout petit peu le sujet, puisqu'il est prévu par la loi. Donc il y a un cadre légal tout à fait précis sur le sujet, et qui donc préconise pas, qui établit que le conseil citoyen remplace le conseil de quartier. Il ne peut pas y avoir et conseil de quartier et conseil citoyen, que ses membres sont désignés par tirage au sort, et qu'il a un budget, et qu'il se réunit en toute autonomie. C'est pour que vive la démocratie locale. La loi l'a dit, c'est tel que ça a été fait. Je note qu'autour de moi, un bon nombre d'élus socialistes ne souhaitent pas suivre cette direction qui a été fixée par la loi. Et moi, je souhaite l'appliquer. Et donc j'ai pris position à l'agglomération de façon très forte, notamment parce que ce que je constate, ce que je trouve bien dans cette loi, c'est que justement, elle rétablit la démocratie. Parce qu'aujourd'hui, en France, si on est en République, on ne peut pas dire que nous sommes en démocratie. Et la possibilité de tirer au sort, comme on le fait d'ailleurs pour les assises, va nous permettre de retrouver cette articulation entre démocratie et République qui nous fait tant défaut aujourd'hui. Et donc notamment avec un contact des élus avec les habitants tirés au sort qui ne seront pas de la cooptation par copinage ou par communauté de vue politique ou communauté de vue par projet éventuellement, comme ça peut se faire régulièrement. Vous savez que c'est difficile la participation citoyenne, vous l'avez expérimenté, c'est quelque chose qui est compliqué. Donc moi je vais dans le sens de la loi parce que je pense que c'est juste et qu'il faut au moins essayer et qu'ensuite on en tirera les conséquences et le cas échéant on réorientera les politiques publiques. Donc le conseil citoyen sera mis en place conformément à ce qui est inscrit dans la loi. Et ça a été d'ailleurs approuvé par le conseil communautaire. Voilà, donc je pense qu'on est vraiment dans une articulation entre ce qui a été fait et ce qui va se faire. C'est vraiment la question de la gestion urbaine et sociale de proximité. Vous disiez que vous aviez souhaité aborder l'ANRU sous un angle très humain. C'est ce que nous faisons aussi, c'est ce que nous allons continuer de faire. Et les 100 propositions dont vous parliez tout à l'heure, qui sont issues des ateliers de quartier dans la fabrique, mais la majeure partie de ces propositions ont été honorées. Si vous aviez suivi, il y a eu d'ailleurs, juste avant la trêve estivale de 2014, le journal de la fabrique, que vous aviez initié, que nous avons continué, parce qu'en plus les financements étaient prévus pour, qui est sorti, avec les réponses et les questions. C'est-à-dire que pour chaque proposition, il était expliqué ce qui avait été réalisé, quand ça avait été fait, et si ça avait été fait exactement comme l'avaient demandé les habitants, ou pas, parce que tout n'a pas été fait exactement, y compris sous votre mandature, exactement comme l'avaient demandé les habitants, parce que le principe aussi de cette articulation entre démocratie et république, c'est de faire monter en conscience et en responsabilité tout le monde. Donc aujourd'hui, les citoyens ont une expertise d'usage dont nous avons besoin, et ils ont également besoin que nous puissions les éclairer pour les faire monter aussi en conscience et responsabilité, tels qu'ils nous l'ont fait quand ils nous apportent leur expertise d'usage, pour expliquer les contraintes financières, techniques, juridiques qui peuvent être celles des élus au moment de l'exercice d'un mandat. Donc, j'ose espérer que vous avez quand même eu ce document entre les mains, parce qu'il a été distribué dans toutes les boîtes aux lettres du quartier de Maison Rouge, et donc si vous avez été dîner régulièrement, vous avez immanquablement
lu cette excellente littérature, qui n'est d'ailleurs pas spécifiquement de moi, que j'ai relu évidemment pour la valider, et que nous avons rédigé, co-rédigé avec Monsieur le maire l'édito. Voilà. Est-ce que ça répond à vos questions? Oui. Oui, ça répond à vos questions. Monsieur Young. On ne reviendra pas sur la proposition principale, c'est-à-dire originale. Vous avez quand même dit ouais, mais je laisse Monsieur Young. Oui, non. Le point positif, c'est qu'on revient au contrat de ville, puisque moi j'ai connu le contrat de ville, qui a été remplacé par le CUT, c'était pas très joli. Bon, on sort du CUT, comme dirait. Il y a d'autres mieux. Donc, non, c'est bien. Moi, je suis sceptique non pas sur la capacité à faire, la capacité de l'aglo à faire. Je crois qu'on a raison, on a montré que, au moins là-dessus, on savait faire. C'est le combat permanent qu'il y a entre les services de l'État, pas tellement l'État, les services de l'État et le contrat de ville. Alors, je ne confonds pas l'ANRU et le contrat de ville, parce que l'ANRU, c'est très strict, très suivi. Les sommes, c'est au centime près, pas le contrat de ville. Le contrat de ville, le seul qui n'a jamais donné l'argent qu'il avait promis, c'était l'État. Et d'une façon drastique, souvent. Donc, c'est vrai que pour l'instant, c'est un canevas, comme vous l'avez dit. On ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas les moyens qui seront mis. À l'aglo, on a remplacé l'État en mettant les moyens qu'il fallait. Je pense que vous pouvez le faire aussi à l'aglo, il n'y a pas de souci. Moi, c'est ça pour lequel je suis sceptique. C'est l'État, est-ce qu'il sera capable de travailler sur ce contrat de ville. Le deuxième point qui m'embête un petit peu, c'est pas pour l'Olivier, mais pour Pont-de-l'Arche, le mot veille, comment on dit? Territoire de veille active. Veille active, d'abord, je trouve que veille active, c'est surprenant. Comme mot, veille active, c'est surprenant. Et ça m'embête un petit peu qu'ils soient sortis alors qu'ils ont effectivement de vrais besoins sur leur territoire, surtout la rive droite. Donc, encore une fois, là, il n'y a rien contre l'eau, il n'y a rien dedans, mais franchement, je ne sais pas s'ils ont fait des progrès. À part que c'est quand même plus compliqué qu'avant. Ils n'ont pas simplifié les choses. Je dois être sûr que l'État va suivre. Alors, je vais vous répondre. L'État est partie prenante, dans le sens où aujourd'hui, toutes les réunions de piliers, ils y participent, bien sûr, et ils apportent des éléments techniques. Et sur les deux villes qui restent en géographie prioritaire, ils vont également apporter des fonds, puisque évidemment les crédits de l'État sont fléchés et vont permettre de financer des actions. Il y aura au contrat de ville un contenu extrêmement précis de fiches actions, et c'est pluriannuel, sur 3 ans, ce qui va d'ailleurs nous obliger probablement à rouvrir des APCP à l'agglomération. Et donc, je suis inquiète avec vous parce que effectivement, on se rend bien compte que si le gouvernement a souhaité doter la politique de la ville de nouveaux outils que j'ai cités tout à l'heure, pour autant, hormis la question de l'ANRU, qu'effectivement il faut mettre à part, pour autant il n'y a pas de moyens supplémentaires. Loin s'en faut. Et je constate également, vous avez raison, et ça c'est quand même la consigne du gouvernement aujourd'hui. Je constate également que pour que la politique de la ville soit efficace, il faut qu'elle soit cumulative. C'est-à-dire qu'on puisse cumuler à la fois les crédits de la politique de la ville avec les crédits de droit commun. Or aujourd'hui, c'est absolument pas ce qui se passe. Et donc de ce point de vue-là, je partage vos inquiétudes et on y est très attentif avec les services de l'agglomération et on essaye au maximum de faire avancer nos arguments sur le sujet. Par contre, détail technique, mais qui a son importance, aujourd'hui, le contrat de ville, effectivement ça s'appelait comme ça avant le CUX, on revient à ce terme-là qui est plus joli, va bénéficier d'une maquette financière qui est extrêmement complexe. Donc les choses sont très définies. Je ne dis pas que l'État mettra plus de sous, mais les choses sont très définies. Et il va falloir que chacun, les services de l'État se prononcent, et également les collectivités partenaires et la CAF et la Caisse des dépôts et consignations, etc. sur l'ensemble des dispositifs. Donc avant on avait les maquettes financières que pour les opérations de renouvellement urbain. Aujourd'hui on va avoir une maquette financière pour l'ensemble du contrat de ville et pour toutes les fiches d'action. Donc ça va effectivement de ce point de vue-là complexifier. C'est pour ça qu'on n'est pas en état aujourd'hui de vous présenter l'intégralité du contrat de ville, puisqu'il faut le temps de mouliner tout ça. Et donc l'assistance à maîtrise d'ouvrage est liée en permanence, et nous aussi on y travaille beaucoup, mais c'est un petit peu compliqué, alors que pour autant l'État, les services de l'État
nous demande que toutes les collectivités aient délibéré. Donc pour qu'on puisse délibérer à l'agglomération, il faut que toutes les villes aient délibéré. Sur les territoires de veille active, je vous rejoins aussi, et je ne vous cache pas que, très sincèrement, c'est un affichage démagogique du gouvernement. Voilà. C'est-à-dire qu'on appelle territoire de veille active des territoires qui finalement ne percevront plus, et je peux le dire avec assurance, ne perçoivent aujourd'hui plus que le programme de réussite active, de réussite éducative, pardon, et ce, en sifflé, c'est-à-dire en diminution pour 3 ans. À l'issue de ces 3 ans, ils n'auront plus aucun fonds. Et donc, effectivement, vous avez raison, nous cherchons aujourd'hui à compenser par les fonds propres de l'agglomération. Et donc, encore une fois, on s'inscrit dans la continuité de ce que vous avez fait. Et on le dit. Je donne la parole tout de suite à monsieur municipal, juste ajouter en effet qu'entre la cartographie des quartiers prioritaires, on a aussi souhaité la faire coïncider avec la cartographie de l'éducation prioritaire. C'était quand même un point important dans nos discussions avec l'éducation nationale, c'est que ça n'avait pas de sens pour nous de faire sortir les acacias et les souris vertes du dispositif éducation prioritaire, alors que dans le même temps, on est reconnu éligible à l'emploi. Monsieur Martin. Juste une précision pour aller dans ce sens, d'autant qu'il y a des conventions entre ministères, et qu'il y avait donc une convention interministérielle entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la politique de la ville, et que pour autant, il n'y a pas de déclinaison au niveau local. Donc il a fallu qu'on se batte pour faire coïncider ces territoires. Il y avait effectivement une certaine opacité dans les critères de détermination. Je pense notamment aux zones urbaines sensibles. Pendant des années, on a demandé à l'État qu'est-ce qui définissait les zones urbaines sensibles. On n'a jamais eu de réponse. On était dedans, le Lorraine n'y était pas. Bref, c'était parfois un peu kafkaïen cette affaire de zones urbaines sensibles. Et là, je crois qu'effectivement, vous allez dans le bon sens. Juste un petit commentaire sur ce que vous avez dit et relié à l'histoire locale. En France, dans les années 70, 1970, il y avait 2 lieux en France où des municipalités avaient pris pour principe la participation et le contrôle des citoyens sur les décisions politiques. C'était Grenoble avec Hubert Dubedou et c'était Louviers avec Ernest Martin. Ils apparaissaient à l'époque comme des extraterrestres, puisque l'UDR de l'époque ne comprenait strictement rien à ce type de problématique, et le Parti socialiste était également sur une vision très hiérarchisée de l'expression citoyenne. Donc il y a une histoire appuyée sur la démocratie participative qui remonte très loin. Et de cette histoire, moi je tire quand même un enseignement, expérience faite, qui me fait militer contre cette idée absurde du tirage au sort. Il y a un mythe très parisien, et justement un peu selon lequel, effectivement, les citoyens rêvent chaque jour, en se levant le matin, d'exprimer l'intérêt général, et que seul le couvercle de plomb des partis politiques les empêche de participer à la vie locale ou autrement que par l'action politique classique en dehors. Petit à petit, les choses ont évolué, on a vu la démocratie participative mieux se définir, etc. Simplement, ce que je veux dire, c'est que le principe selon lequel nous avions des citoyens qui brûlent d'envie de participer à la définition de l'intérêt général, et que seules les structures politiques les empêchent de le faire, ce qui est un peu le mythe fondateur de cette idée de tirage au sort, il faut quand même le nuancer, encore une fois, expérience faite. Dans une réunion de quartier, alors que tous les habitants du quartier sont invités, seule une minorité se déplace. Seule une minorité des habitants du quartier se déplace. Petite minorité. Hein, c'est comme ça. Là-dessus, vous pouvez polémiquer sur le nombre de gens qui sont dans nos réunions, etc. Bon, expérience faite, je vous assure que la majorité des citoyens français ne se lèvent pas le matin en disant voilà, je vais définir l'intérêt général dans mon quartier et je brûle l'envie de participer à des réunions de quartier. Bon, en revanche, lorsque des intérêts particuliers sont en jeu, et c'est tout à fait légitime, hein, tout à fait légitime, puisque précisément la commission de quartier et le dialogue avec les élus de la République permet
d'aboutir à ce compromis entre l'expression des intérêts particuliers et l'intérêt général, défini par nous, en tout cas conseillers municipaux, dans le cadre de la commune. Hein. Pour donner un exemple, quand vous avez un équipement un petit peu difficile ou qui peut apporter des nuisances, bien évidemment la commission de quartier va refuser bec et ongle, même si l'intérêt général de l'ensemble des citoyens de la ville impose que l'on réalise cet équipement dans ce quartier, parce que ça ne peut pas être fait ailleurs. Bon, ce sont les grandes joies de la démocratie participative que d'arriver justement à concilier les intérêts particuliers et l'intérêt général. Mais les gens qui participent à des commissions de quartier, même s'ils sont mus la plupart du temps par des intérêts particuliers que je dis légitimes, je ne sais pas toute critique de ma part, ce sont des gens précieux. Précieux parce que très rares. Je veux dire, nous avons tout fait pendant des années pour donner effectivement de vrais pouvoirs à ces commissions de quartier, de vrais pouvoirs de décision, etc. Et ça n'a pu se faire, et ça n'a pu avoir des résultats positifs que parce que ça se basait sur le volontariat de gens effectivement animés par ce désir de participation à la vie locale. Les jurés d'assises, ils vont siéger aux assises parce qu'ils sont obligés de le faire. Et si les gens que vous désignez dans les commissions de quartier ne sont pas obligés de le faire, je crains que l'absentéisme soit tel que ça ne fonctionne pas, parce que, je suis désolé, le tirage au sort, mathématiquement, quand vous faites des réunions de quartier à Louviers, vous avez au mieux quand même 150 personnes, hein, ça n'est jamais vraiment représentatif de la population de l'ensemble du quartier, et les gens qui viennent sont précieux. Si vous vous privez du concours de ces gens-là en les remplaçant par des gens tirés au sort, parce qu'un jour elle reçoit un courrier de la mairie en disant votre nom a été tiré au sort, maintenant vous devez participer à la commission de quartier, très honnêtement, et là je parle simplement en bon sens normand avec une expérience faite, je ne vois pas bien comment mon optimisme républicain ne m'amène pas jusqu'à croire que ça puisse fonctionner correctement. Alors, deux points techniques. La première, c'est que la totalité du conseil citoyen ne sera pas tirée au sort. Une bonne part. Et donc, effectivement, il n'est pas question de se priver de gens qui ont participé. Voilà. Mais ça ne peut pas non plus être que, parce que sinon, on n'aura pas une vraie représentation et un vrai dynamisme, d'une part. D'autre part, on a soumis l'idée quand même à ceux qui nous assistent, qui vous ont assisté depuis des années, le cabinet de conseil d'ethnicité, qui voit un vrai intérêt et qui a un vrai savoir-faire sur le sujet et qui trouve que oui, effectivement, c'est intéressant. C'est une notion intéressante et qui va nous aider à les mettre en place aussi. Donc on a une assistance de la maîtrise d'ouvrage pour la mise en place de ces conseils citoyens, avec une grande partie qui observe strictement la loi, puisque la loi, c'est la loi aussi. Si ça marche, il faut rendre le vote obligatoire. À toutes les élections. Alors ça, c'est possible, voilà un point d'accord, M. Martin, je suis tout à fait favorable à cette proposition, de rendre le vote obligatoire et de comptabiliser le vote blanc. Je n'ai pas dit ça. Si ça marche, le système de tirage au sort, c'est-à-dire si les gens viennent dans les réunions de quartier parce qu'ils sont obligés de le faire, ils participent efficacement et positivement parce qu'ils sont obligés de le faire et de lever le livre dans le sort, si ça marche, à ce moment-là, effectivement, l'idée de rendre le vote obligatoire est une idée intéressante. Il faut d'abord faire l'expérience. En tout cas, il n'y a pas de recette miracle, vous le savez bien, et on a une responsabilité particulière en tant qu'élus locaux, c'est de faire revivre cette démocratie locale et cette articulation entre République et démocratie. Alors s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de soumettre au vote et donc d'autoriser le maire... Oui, juste une explication de vote, compte tenu des réponses que vous avez apportées, nous allons voter pour. Et d'autoriser le maire à signer tous les documents relatifs au contrat de ville. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention, Monsieur Larue. Je vous remercie pour cette unanimité. Merci beaucoup, Anne-Therese, pour cette présentation très complète. Je voudrais m'adresser à M. Larue, juste pour qu'il, comme on a eu une explication de vote de l'opposition de gauche, M. Larue s'est abstenu. Est-ce qu'il y a une explication de vote à votre position? Prenez un micro, M. Larue. Ça ne marche pas, il faut... Non, mais je crois que M. Martin, il a demandé des questions, il a répondu, et puis de toute façon, on sait très bien que les réunions de quartier, le média, s'il a marché, on n'aurait pas besoin d'en mettre d'autres. C'est pas ça, M. Larue, c'est sur le contrat de vie. Oui, le contrat de vie.
Parce que M. Martin, en fait, il a écouté, puis finalement, il a voté pour, mais vous abstenez en disant que c'est parce que M. Martin a m'abstiens le temps d'en savoir plus. Voilà. Vous avez le droit d'en savoir plus. J'ai le droit. Ah ben, vous avez tout le droit, c'était juste pour comprendre le sens de votre vote. On va étudier la question et on ne peut pas savoir. Ah bah ça me intéresse beaucoup, merci. Merci pour cette explication lumineuse. Nous allons maintenant passer aux délibérations suivantes et je vais donner la parole à Catherine Vérac pour 2 délibérations sur les garanties d'emploi. Oui, dans le cadre, nous avons 2 délibérations pour les garanties d'emprunt pour des prêts accordés à l'habitat. Dans un premier lieu, dans le cadre d'une opération de construction de 10 logements collectifs à Louviers, quartier de Maison Rouge, Habitat souscrit auprès de la Caisse des dépôts et consignations un emprunt d'un montant d'1 078 900 €. Et conformément aux procédures, ce dernier doit être garanti dans son intégralité. La case garantit donc à hauteur de 70%, le département à hauteur de 20%. Habitat sollicite donc de la commune une garantie à hauteur de 10% de l'emprunt, 67 890 €. Le Conseil est donc invité à accorder sa garantie sur l'emprunt. Encore un. On va passer au vote. Qui s'abstient? Pardon. Monsieur Larue. Je voulais savoir si par Prenez un micro, monsieur Larue. Non, mais prenez un micro avec le fil. Sinon, on ne vous entend pas sur Internet. Je voulais savoir si vous allez continuer les développements et les constructions cubisme comme le faisait M. Martin. Les cubismes. Alors, vous posez un vrai sujet, monsieur Larue, qui est le sujet sur lequel d'ailleurs nous avons travaillé, enfin nous travaillons à la fois à la ville et dans le cadre de l'agglomération, et nous avons consacré la conférence des présidents de l'agglomération la semaine dernière sur le sujet de l'habitat, puisqu'il y avait un rapport qui avait été remis d'ailleurs juste avant les élections en février, un rapport très intéressant, le PLH, le plan local de l'habitat. Et le sujet de fond, je ne pense pas que ce soit le débat ici, mais vous êtes à l'agglomération et vous intervenez souvent, monsieur Larue, à l'agglomération, et on aura l'occasion d'en parler, je pense, en conseil communautaire, c'est de réussir à répondre au problème d'adéquation entre l'offre et la demande d'emploi et le fait que nous avons un bassin de vie et d'emploi avec la création d'emplois importants, et qu'en même temps, les personnes qui travaillent à Louviers ou sur notre bassin de vie et d'emploi, souvent ne trouvent pas de logement correspondant à leurs besoins. Et donc, le sujet aujourd'hui, parce que c'est l'un va dans l'autre, en fait, c'est de redynamiser. Quand on regarde le dynamisme démographique des différentes communes de la case, des 37, on voit que finalement, il y a beaucoup de personnes qui vont s'installer en périphérie parce qu'elles demandent des jardins, parce qu'elles demandent de la superficie, mais qu'il y a aussi une demande forte, et je le dis parce que je visite des entreprises quasiment toutes les semaines avec Jean-Jacques Leroux, avec Daniel Joubert, et souvent, lorsque je visite ces entreprises, je rencontre des personnes qui me disent on a cherché à Louviers, on n'a pas trouvé. Et on a des projets en cours. Alors là, il y a des projets en cours rue de la Citadelle, il y en a rue Pompoul, il va y en avoir des projets très importants dans l'hypercentre sur le boulevard de Crosne. Et il faut qu'on puisse... pour moi, il y a 2 axes dans notre politique d'habitat à Louviers. Il y a d'abord la rénovation du parc de logement social, très important, d'où l'ANRU régionale, mais aussi ailleurs, c'est vraiment de pouvoir, je pense aussi à Saint-Yves-de-Vert, dans les réunions de quartier, on a des vrais sujets, et dans le travail qu'on peut faire avec les bailleurs sociaux, bien, c'est la mission aussi de Catherine Vérac dans cette équipe municipale, c'est de mettre l'accent vraiment sur la rénovation du parc social, et puis c'est aussi de densifier, et de pouvoir développer une offre par rapport à des besoins qui aujourd'hui ne sont pas satisfaits. Et c'est une réflexion que l'on a à la fois à la ville, mais qu'on a aussi plus largement sur le territoire de l'agglomération. Et c'est aussi une réflexion d'ailleurs qui s'intègre dans les discussions en cours sur faut-il pas passer à un PLUI ou rester au PLU. Est-ce que ça vous, est-ce que ces éléments vous permettent de... Moi, je vous ai posé une question sur l'architecture, sur l'emploi. Ah bah, l'architecture, après, chaque projet... Non, mais dans le contexte vraiment, parce que quand on voit la case toute cubique, c'est pas vraiment ce qu'on pouvait attendre à côté d'un bureau. Oui, la case, c'est pas des logements. Non, mais l'architecture quand même. L'architecture doit être diversifiée et elle doit être attractive aussi à l'œil et elle doit être performante du point de vue énergétique.
Voilà, et elle doit être diversifiée. Et vous voyez, dans les premières discussions qu'on a sur le boulevard de Crosne, le souhait, c'est qu'on va avoir quand même tout un boulevard de construction nouvelle, et c'est justement de ne pas avoir un seul bloc, mais d'avoir des niveaux différents, d'avoir aussi une certaine fantaisie pour ne pas dupliquer partout des constructions similaires. C'est souvent des questions de coût qui conduisent à des formes cubiques, mais j'ai en effet, dans les échanges qu'on a, manifesté ce souhait qu'on ait de la diversification et que, voilà, on ait une architecture différente et pas systématiquement la même. Monsieur ? Oui, là-dessus, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que précisément l'embellissement de Louviers et ce que nous laisserons à nos enfants et aux générations futures en termes d'architecture de la ville me semble important. Là-dessus, je crois qu'il ne veut pas y avoir de compromis, contrairement à ce que vous dites. Il y a une architecture qui est diversifiée, mais qui est l'expression de son époque. C'est l'architecture contemporaine, portée par des architectes qui ont autant de talent que les architectes des siècles passés, et que le pire chose qu'on puisse faire dans cette ville, c'est de faire du pastiche. Ce qui a été interdit à Louviers pendant 19 ans, c'est-à-dire nous avons interdit, contre vents et marées, parce que bien sûr, le sens commun, les gens qui n'ont pas l'œil éduqué, etc., c'est toujours de faire ce que faisaient nos grands-parents, et donc d'avoir des maisons avec des toits, et puis etc. Non, ceux qui doivent comprendre les besoins de la population et qui doivent comprendre ce que doit être l'esthétique d'une ville, ce sont justement les gens qui sont formés pour, qui savent le faire, et qui ont le talent pour le faire. Et bien évidemment, la diversification vient d'elle-même, parce qu'il ne s'agit pas de donner un style contemporain parmi d'autres, il s'agit de dire, l'important étant qu'effectivement, nous faisions comme nos ancêtres l'ont fait, c'est-à-dire que nos ancêtres se fichaient pas mal de construire, après les huttes en bois, ils construisaient des églises en pierre, et puis après ils construisaient avec de la brique, et puis ils se fichaient pas mal de ce que le passé avait fait, tout en conservant une partie. Nous avons un souci de conservation de l'architecture du passé et de notre patrimoine architectural, mais dans la création neuve, cette création doit absolument être portée par des architectes contemporains, exprimant effectivement une sensibilité de notre époque. Là-dessus, effectivement, en ce qui concerne la répartition géographique, c'est bien. Le vrai problème est un problème de fiscalité. Le vrai problème, c'est pas du tout de savoir où les gens veulent habiter, c'est que les gens à Louviers, dès qu'ils gagnent 3 francs 6 sous, souhaitent sortir de Louviers parce que quand vous habitez à la Haine-Comte, une rue de Louviers, et que vous avez à disposition tous les équipements publics que beaucoup de municipalités, dont la nôtre, ont multiplié, bien évidemment, pour payer moins d'impôts et aussi pour relativement vivre à la campagne, on s'installe au lisière de la ville, on n'a pas de grands déplacements à faire, et on paye moins d'impôts. Ça, dès que quelqu'un gagne 3 francs 6 sous et a la capacité d'être propriétaire individuel à la Haine-Comte, ou dans certains quartiers de Louviers, un peu excentrés, il le fait. Le vrai problème, c'est qu'effectivement, ça crée des distorsions fiscales colossales entre les communes. Qu'un habitant de Surville bénéficie des mêmes services publics qu'un habitant de Louviers, puisque c'est à quelques kilomètres de sa demeure, mais bien évidemment ne paye pas un sou d'impôt pour en assurer le fonctionnement. Et c'est donc bien évidemment tout avancer dans une répartition, et dire des goûts, des couleurs et des souhaits des gens. Si des gens souhaitent aller à la campagne, qu'ils aillent habiter à la campagne. Il y a des gens qui aiment habiter en ville, qu'ils aillent habiter en ville, et forcément, à ce moment-là, il faut densifier la vie de l'habitat pour empêcher l'extension sur les zones naturelles de l'habitat des hommes. Donc, c'est bien évidemment au niveau intercommunal que l'harmonie entre ces différents types d'habitat doit être recherchée, mais le corrélatif qu'aucun gouvernement n'a eu le courage d'affronter, c'est que cela veut dire une unification fiscale, et qu'on ne devrait pas, si on habite à la Haine-Comte, payer 10 fois moins d'impôts lorsqu'on habite et tout en bénéficiant des mêmes services publics. Maintenant, cette révolution-là, à mon avis, elle n'est pas prête. Le PLH a pris en compte toutes ces données. Le PLH qui a été cité et qui fait partie des récompenses que nous avons eues au niveau national pour une démarche environnementale suite au Grenelle de l'environnement, a fixé des règles, c'est pas le PLH, c'est le PLU, a fixé des règles extrêmement intéressantes et c'est vrai, jugé par certains un peu trop sévère, mais cette sévérité est absolument indispensable, concernant effectivement la
densification des habitats, le fait d'empêcher les villages de se développer en doigt de gants autour des axes de pénétration. Et là-dessus, je crois qu'il faut être absolument, et je vous demande, monsieur le maire, d'être de fermeté absolue quant au respect du PLU que nous avons adopté et qui intègre bien évidemment ce qui a été défini au niveau de la case et qui a été d'ailleurs récompensé au niveau national par les... je ne sais plus dans quelle occasion, enfin bon, avec Julien qui n'est pas là à mener tout ce travail, tout ce dossier a été recevoir à la Cour de travail, mais bon... Très bien, on va... Voilà, donc, il faut être inflexible. Sinon, effectivement, à nouveau... Non, la vraie demande à l'Oublier, c'est quand même, dans le logement et l'habitat social qui se manifeste, l'Oublier a gagné 300 habitants au dernier sondage de Revenu, parce qu'effectivement, nous avons fait un effort énorme en faveur du logement social. Il y a eu production de logement social sans arrêt à l'Oublier, il suffit de regarder derrière nous. Du logement social qui doit être de petite taille et qui doit être en centre-ville, si possible, parce que le centre-ville a formidablement creusé du mixité social. Très bien. On aura l'occasion de redébattre sur ces questions. En tout cas, ce qu'il faut, c'est aujourd'hui diversifier parce qu'on a trop de concentration, justement, au niveau notamment de notre territoire de l'agglomération, qui d'ailleurs concentre par rapport au département de l'Eure, je crois, presque la moitié, il faudra que je vérifie le chiffre, mais on doit être pas loin de la moitié du logement social, ce qui est pas sain non plus par rapport à l'équilibre au sein même du département. Mais là encore, si vous voulez, c'est au niveau intercommunal que ça doit se jouer, parce que nous avons essayé pendant des années, la case, je rappelle qu'on a quand même de faire, de développer, il y a eu quelques expériences réussies, mais c'est très insuffisant, de développer de l'habitat social ou de l'habitat ancien rénové à vocation sociale, etc. Bon, immobilier social, au niveau... Oui, je sais que ça ne vous intéresse pas, mais... Donc, pour une fois qu'on parle de choses intéressantes, mais aussi municipales, je vous vois décrocher, c'est votre problème. Donc il faut être inflexible là-dessus. La vraie demande à l'heure actuelle sur le dossier, ce sont les 300 ou 400 demandes de logement social qui se posent. Non, il y a deux demandes. Il y a aussi la demande, et je le dis avec force, il n'y a pas que cette demande-là, il y a aussi une demande de personnes de logement intermédiaire d'accession à la propriété. Et il faut aussi répondre à cette demande qui n'est pas du tout aujourd'hui satisfaite. Il faut les développer. On va passer au vote sur cette délibération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Seconde délibération. Je passe sur la seconde délibération. Toujours une demande de garantie d'emprunt pour la construction de 6 logements individuels dans le quartier de Maison Rouge. Le montant global de l'emprunt, 553 600 €. Financement, garantie par la case à hauteur de 70%, département à hauteur de 20%. Heure Habitat sollicite donc une garantie à hauteur de 10% de l'emprunt, soit 55 360 €. Vous invitez à accorder la garantie. Dans le cadre justement d'opération en rue, nous avons prévu dans le programme de logement des fougères une série de logements en accession à la propriété. C'est bien prévu. Ça continue. On va passer au vote. Le vote, s'il vous plaît. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Délibération suivante. Daniel Joubert sur l'invitation des tarifs pour les camps Saint-Michel. Oui, c'est pour la Saint-Michel. Vous m'entendez là? Pour la Saint-Michel, on n'avait pas augmenté les tarifs depuis 2011. Et là, on augmente les tarifs pour les emplacements de 6 mètres sur 4 et pour les emplacements de 6 mètres et plus de 4 de profondeur. Donc, ils passent de 210 à 252, les autres passent de 252 à 312. Ça fait des augmentations de l'ordre de 20%. Et pour la fête foraine, là on est moins gourmand parce que c'est un secteur qui paraît-il est un peu plus dur. Alors donc on passe de 0,40 à 0,45 et la semaine suivante de 0,30 on passe à 0,35. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que on vote? Qui est contre? Oui, monsieur Larue. Oui, moi je trouvais que c'était une augmentation excessive parce que ça passe dans notre augmenté de 42 € par exemple pour 3 jours. Alors c'est un lieu de rendez-vous pour les professionnels, les artisans et les commerçants qui viennent exposer. Je suis entièrement d'accord avec vous, monsieur Larue. Mais quand on voit les tarifs qui sont pratiqués sur les autres foires
et notamment ce qui se passe à Rouen ou ce qui se passe dans d'autres villes, on n'est pas très cher. Non, mais on n'est pas très cher. Hein, ça dure 3 jours et on est plutôt pas très cher par rapport aux autres. D'ailleurs, c'est cher pour certains artisans quand même. Oui, mais enfin, ils y trouvent leur compte. Aussi, oui, ça reste une opération qui est très intéressante pour eux et pour la ville. Et j'ajoute d'ailleurs que cette tarification a été aussi vue en concertation avec les personnes qui n'étaient pas manifestement avec les forains, avec les vraiment choqués de cette augmentation, parce qu'on avait des tarifs très bas et ça nous permet aussi de financer cette fois, puisque tous les... Et à partir du moment où vous soulignez quand même, Louviers est une des seules communes du département à ne pas augmenter les impôts, et ça il faut le dire, et que l'ensemble et le département de l'Eure n'augmentera pas non plus les impôts. Alors voilà, donc c'est sur ces tarifs-là qu'on a pu faire quelque chose. Très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Une abstention. Une abstention. Merci. La parole est à Afida Wada. Non, pardon, la parole est à moi. Pour une délibération qui concerne la subvention qui est versée à les municipaux pour la pratique d'activités culturelles, notamment école de musique et recours au service de la médiathèque. Voilà, c'est la reconduction de quelque chose qui se faisait déjà pour un montant de 883,50 €. Y a-t-il des demandes de parole? Non. On va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci pour cette unanimité. Afida Wada pour la convention avec l'association Passage. Il s'agit de l'association de Passage qui bénéficie d'une convention depuis le 1er juin 1996 et qui fait l'objet d'une reconduction successive, donc une convention entre la CAF et la ville de Louviers, dans le cadre du contrat enfance qui associe la ville et la caisse d'allocation familiale. Donc, il va y avoir une reconduite suite à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014, donc une reconduction dans la période de 2015 à 2018. Donc, le contrat prévoit la mise en place et le fonctionnement d'un lieu parent-enfant à visée éducative. La collectivité a décidé de confier la mise en œuvre de ce projet à l'association Passage en février 1999. Et dans ce cadre-là, conformément aux engagements de la ville, il est proposé au Conseil d'attribuer à cette association une subvention d'un montant total de 32 500 € au titre du budget 2015, de verser cette subvention annuelle en une seule fois en début d'exercice. Voilà. Donc, y a-t-il des questions? Prenez un micro, monsieur le sinon on ne vous entend pas. Oui, mais il faut prendre le micro, sinon on ne vous entend pas sur Internet. Et nous avons... Est-ce que c'est un service gratuit? Alors oui, c'est un service gratuit puisque nous avons conventionné avec la CAF et il s'agit d'accueillir des familles qui sont en rupture familiale, des divorces, des séparations ou autres situations difficiles, et un espace aussi qui permet aux parents et aux enfants de se rencontrer régulièrement dans cet espace. Voilà, ça permet de faire le lien et, comme je l'ai dit, à visée également éducative. Voilà, comme son nom l'indique, c'est un passage. Oui. Attention de ne pas faire l'assimilation entre difficultés sociales et difficultés parentales, hein, parce que c'est un raccourci un peu facile de faire effectivement ce raccourci qui vient d'être fait entre difficultés sociales et difficultés parentales. Je ne fais pas de raccourci, simplement je précise qu'on a affaire à un public très large, quoi. Voilà. Simplement. C'est ouvert à tous. Très bien, monsieur Larue, vous avez l'information qui va vous permettre de donner votre vote. Donc nous allons passer au vote. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Merci pour cette unanimité. Délibération suivante, Marie-Dominique Perchet. Alors il s'agit des écoles. La scolarisation à loyer des enfants non résidents. Donc c'est une délibération relative à la répartition intercommunale des charges de fonctionnement des écoles publiques pour la rentrée, donc, qui était établie depuis 90-91. Le coût par enfant est actualisé chaque année. Donc je vous invite à réviser le montant de la participation financière
et de la porter à 867,88 € par élève, maternelle ou élémentaire, ce qui fait une progression de 1,5%. Par ailleurs, je propose une participation financière diminuée de 50% pour les enfants des communes extérieures pour les FIS. La facturation portée sur les inscriptions d'enfants hors commune recensées au 31 octobre 2014. En revanche, lorsque les enfants de Louviers sont scolarisés dans d'autres communes et que cette même commune ont un nombre égal d'enfants dans les écoles de Louviers, le principe de réciprocité est appliqué, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de facturation, ce qui simplifie les choses. Donc, y a-t-il des questions sur ce... Monsieur Renoncourt. Bon, je voulais faire, c'est pas une question, je voulais faire un petit commentaire, puis une suggestion amicale. Je trouve que le conseil municipal, c'est un lieu d'échange de l'information, c'est-à-dire que le public, quand il se tient bien et qu'il n'insulte pas les élus, il a droit à avoir un peu plus d'informations que la délibération, et je trouve que sur ce type de délibération, vous pourriez peut-être nous donner quelques éléments de contexte, des chiffres, combien ça concerne de jeunes, etc. Et puis comme tout à l'heure, j'ai noté que M. le maire était très friand de mes interventions passées, je lui fais une suggestion, c'est de remonter un petit peu plus loin dans les archives et de passer à Mme Percher les extraits de mes interventions quand j'étais adjoint aux affaires scolaires. Alors M. Renoncourt, comme je n'ai plus le droit de vous faire de clin d'œil, je vous écrirai du courrier et je vous donnerai ces informations que vous demandez tout à fait justement. Donc, c'est intéressant, parce que oui, je suis d'accord. Mais ça fait partie des droits de l'opposition aussi de demander des précisions, donc on vous donnera évidemment le détail. Il n'y a aucun problème, je ne les ai pas là en tête, je n'aurais pas vous donner des informations que je n'ai pas forcément en tête ce soir. Mais le temps de faire un petit clin d'œil à ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, mais on ne fait pas de statistiques. On ne fait pas de statistiques. Merci, on va passer au... J'ai une question qui concerne l'un ou l'autre de nos conseillers généraux. Qu'en est-il de la prise en charge par le conseil général de la transport des enfants qui vont dans les CLIS et les SECPA? Il y a eu des débats un peu vifs sous la précédente majorité à la fin de l'année dernière. Quelle est la position du conseil général actuel? Alors oui, pour l'instant, départemental, oui. Pour l'instant, on n'a pas encore abordé ce problème-là. Ce qui est certain, c'est que moi, je suis, enfin, avec AFIDA, on a le même point de vue. On est assez tenté d'essayer de revoir la carte scolaire, en ce sens que je trouve inadmissible que des enfants mettent 1h15 à 1h30 de bus avant de rentrer chez eux quand ils habitent à Andé ou à Saint-Étienne-du-Vauvray, alors qu'ils ont un collège à côté de chez eux au Vaudreuil. Donc ça, je pense qu'on va essayer de regarder ça. Oui, il s'agit des primaires. Monsieur Joubert, non, attendez, la question ne porte pas sur le transport scolaire, parce que c'est un vieux serpent de mer, harmoniser la carte scolaire. Je vous souhaite bien du plaisir. Quand j'étais vice-président du conseil général, nous y avons passé quelques heures, voire quelques semaines. Ma question portait sur le point précis de la prise en charge des enfants résidant en dehors de Louviers et qui fréquentent une CLIS ou une SECPA à Louviers. Quelle est la position du conseil général? Parce que des abus avaient été constatés, il y avait des problèmes, et effectivement, Jean-Louis Destan s'apprêtait à revoir le dispositif avec... ça c'était en débat, quoi. Quelle est la position du conseil général actuel sur les CLIS et les SECPA? Manifestement, ça n'a pas encore été abordé. Ça n'a pas encore été abordé, mais vous faites bien de nous le signaler, parce qu'on va regarder, on va être attentif à ce truc-là, oui. Très bien, donc ça va pas des sujets à regarder en effet. D'autres questions? On passe au vote. Alors, on va passer au vote, donc qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Deux délibérations suivantes qui concernent, et je veux dire à Christian Renoncourt que je vais lui donner des détails et des précisions sur l'Académie des Talents. Alors, l'Académie des Talents, donc on a deux délibérations qui concernent des subventions qui ont été proposées spontanément par deux associations, la Croix-Rouge et le Lions Club. Et vous redire en quelques mots ce qu'est l'Académie des Talents. C'est un programme de citoyenneté active
et qui vise aussi à aider, soutenir des talents de jeunes entre 16 et 30 ans. Et peut-être que l'an prochain, on mettra plus de limite d'âge, il faut qu'on regarde. Parce qu'après tout, il y a aussi des talents. On a eu une femme qui a été consacrée meilleure ouvrier de France, qui a un vrai talent, et qui va d'ailleurs participer au jury de l'Académie des talents. Et cette Académie des talents, c'est quoi? C'est de dire, on a des jeunes qui souvent ont des talents remarquables, qui n'ont pas forcément la possibilité de montrer ce qu'ils savent faire, d'être aidés, d'être poussés aussi, pour vraiment explorer au maximum leurs capacités et leurs talents. Et la ville de Louviers, et l'idée aussi est venue d'échanges avec Antoine Selman, qui a été l'un des finalistes de l'émission The Voice, et qui aujourd'hui voilà, est très apprécié des Lauvergnats, parce que c'est aussi un ambassadeur de la ville, et qu'il réussit dans son art la musique, et qu'il avait aussi le souhait, le désir de rendre un petit peu, d'une certaine façon, ce que la ville lui avait donné aussi par l'éducation qu'il a eue, en fréquentant les équipements publics, les établissements scolaires de la ville. Et donc cette Académie des talents, elle a un appel à candidature a été lancé et il a été clos le 30 avril dernier. Et il est fondé sur 2 piliers. Un premier pilier, donc c'est le principe d'une promotion de 15 qui va se réunir de septembre, sur l'année scolaire septembre 2015 à juin 2016, et qui va à la fois être aidé, chacun va être aidé individuellement par rapport à son talent. Donc c'est vraiment du sur-mesure, c'est par rapport au talent qui est le sien. Ça peut être de faciliter une rencontre, d'aider avec une bourse pour mener une activité qui peut aider le jeune dans son talent. Ça peut être aussi de lui faire un stage, ça peut être plein de choses. Et ça va être décidé au cas par cas selon les 15 jeunes qui auront été retenus dans cette promotion. Et puis à côté de cette dimension individuelle, il y a une dimension collective. Et cette dimension collective, c'est de d'abord de créer un esprit de promotion, fondé aussi sur le mélange, parce que c'est le mélange des âges, c'est le mélange des talents, c'est le mélange des origines sociales, des quartiers de la ville. Et l'objectif, c'est aussi de leur faire découvrir un certain nombre de choses qu'ils n'auraient pas eu l'occasion de faire s'ils n'avaient pas été dans cette Académie des talents, de créer aussi une logique de projet collectif tout au long de l'année, de les faire participer aux activités aussi de la municipalité, de les faire connaître. Et on l'a vu d'ailleurs avec le Festival des grands amateurs de piano qui s'est tenu à la mi-avril, où on a eu des concerts exceptionnels, où le public a vraiment été présent, et on a eu à la fois des grands amateurs lauréats du concours international, des grands amateurs, et puis aussi des personnes de Louviers, mais aussi de Val-de-Reuil, du Conservatoire de Rouen, qui sont venus, qui ont joué, qui ont été extrêmement applaudis, et tout ça, ça crée une dynamique. Et c'est ça l'objectif de l'Académie des talents. Le jury va se réunir le 22 mai prochain, ici même, dans la salle Pierre Mendès France, et l'identité des lauréats de cette première promotion sera dévoilée pour une grande soirée de gala au Grand Forum le vendredi 19 juin prochain, et les activités commenceront en septembre. Voilà pour ce que c'est que l'Académie des talents. Et là, il y a 2 associations qui nous proposent donc une aide, une subvention financière. Première délibération, ça concerne le Lions Club, avec un montant donc de 800 €. Et cette délibération vise à m'autoriser à signer la convention de partenariat avec le Lions Club, qui est jointe donc à cette délibération. Et donc il vise à mentionner aussi cette association comme partenaire de l'Académie des talents. Y a-t-il des demandes de parole, monsieur? Oui. Alors voilà, cette opération que vous mélangez d'ailleurs avec voilà. Est-ce par naïveté ou par rouerie? Oui. Vous êtes un roué, monsieur. Donc, que vous présentez, d'une certaine façon, vous laissez tomber un masque. Et que vous, sous couvert de cette opération qui est une pure opération de communication, vous montrez en fait que vous êtes animé par un esprit d'élitisme tout à fait scandaleux. Que faisait la précédente municipalité pour honorer les talents? Pour honorer les talents et pour en développer d'autres. La précédente municipalité, à partir du moment où des gens comme Antoine Selman, qui est passé plusieurs fois, comme Jean-Édouard Picioche et d'autres engagés dans l'humanitaire ou dans d'autres
associations, etc., à partir du moment où des talents étaient reconnus à Louviers, où des talents étaient reconnus à donner la médaille. Des talents étaient reconnus à Louviers. Il doit arrêter. Je t'en Donc, un peu d'humour. Donc, nous honorions donc chaque année au moment de la cérémonie des vœux des talents reconnus que nous n'avions pas accompagnés. Si nous avons accompagnés, ça fallait avoir l'association, mais des talents reconnus pour mettre en valeur effectivement les innombrables talents que recèle notre ville de Louviers et pour les mettre en lumière. Ça, c'était un volet. Mais le volet, bien évidemment, le plus important, était de s'adresser non pas à une élite talentueuse. Qui définit le talent? Qu'est-ce qu'un talent remarquable et par qui est-il remarqué? Et c'est bien évidemment créer d'emblée une ségrégation psychologique importante entre un jeune qui dit « Tiens, j'ai un projet à travers lequel je peux m'accomplir, mais je n'ai pas spécialement de talent. » Et celui qui déjà s'estime porteur d'un talent, nous préférons aider tout le monde et surtout pas aider les plus doués qui ont déjà émergé d'une certaine façon, au moins dans leur tête. Nous avions mis en place un projet qui s'appelait le projet du service de jeunesse géré, dans lequel les jeunes pouvaient effectivement, avec le soutien et l'accompagnement de la municipalité, présenter des projets à travers lesquels ils allaient s'accomplir, à travers lesquels ils allaient épanouir leur personnalité et ensuite rendre à la collectivité sous forme de rapports, etc., ou sous forme d'événements collectifs ou publics. Ce système était mis en place, ce système existait, et bien évidemment, il ne s'agissait pas d'aider les plus doués, il s'agissait d'aider tout le monde. Donc, le Lions Club, par exemple, pour vous donner un exemple, le Lions Club aussi a été sollicité, mais non pas pour faire une communication qui mette en valeur les plus doués, mais pour prendre des enfants handicapés mentaux au papillon blanc et les faire participer, grâce à l'action que nous avions menée de construction de Yole de Ness, à des compétitions de voile aviron au niveau mondial. Déjà, les gamins accompagnés par des lycéens de Louviers et de Val-de-Reuil allaient participer à des compétitions de voile aviron, etc. Mais on ne s'adressait pas, avec des handicapés mentaux, ça me semble aller de soi, aux enfants doués d'un talent particulier. Parce que ça semble être une mesure parfaitement inégalitaire. À quoi ça va aboutir concrètement? On va filer un blog, on va filer un sac de golf à celui qui a le handicap le plus élevé à Louviers. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? C'est le fait que d'emblée, le mot talent, par son ambiguïté et par sa connotation élitiste, connotation qui n'est pas la seule, parce que ça rappelle aussi l'ambiance des années 90, Bernard Tapie, l'ambition, réaliser votre entreprise, tout le monde entrepreneur, le début de la Star Academy, enfin, ça pue un peu tout ça, quoi. Ça sent pas bon, quoi, le mot talent, l'Académie des talents. En termes de communication, le titre est très très mal choisi. Je me dis qu'on se croirait revenu aux années 90, à l'époque de la privatisation de TF1. Merci. Bon, voilà, donc alors, pourquoi est-ce que ce dispositif et donc ma question est, que devient le dispositif qui permet à tous les jeunes de Louviers, qu'ils aient des talents ou pas, parce que nous, notre but, c'est l'épanouissement de tous les individus, en citoyens, qu'ils aient des talents ou pas, de présenter à la ville de Louviers leur projet, comme c'était le cas auparavant, de pouvoir le réaliser avec un accompagnement du service jeunesse, qui leur ouvre toutes les portes nécessaires. Et pourquoi est-ce que d'un seul coup, Louviers ne s'intéresserait qu'aux happy few ayant du talent? Très bien. Une opération très inégalitaire. Eh bien écoutez, M. Martin, on n'a absolument pas la même vision, je crois vraiment en effet, de la vie, parce que des jeunes qui ont de l'ambition, moi je trouve ça formidable. Et j'ai envie de les aider, les jeunes qui ont de l'ambition. Ah oui. Et donc, il n'y a rien d'inégalitaire à vouloir pousser ceux qui, d'ailleurs, ont candidaté spontanément, et on va les aider. Ça n'a rien à voir avec le bling-bling. La ségrégation sociale, quelque part. Mais c'est quoi la ségrégation sociale? C'est la méritocratie? Non, mais je vais terminer. C'est au contraire la méritocratie en disant à des jeunes de notre ville, ce que vous faites c'est super, on va vous aider. Vous, votre vision c'est, oh là là, ce que vous faites c'est super, mais enfin, on va aider personne parce que si on en aide un, en fait, on va créer de l'inégalité. Et ben moi je voulais tirer tout le monde vers... Les projets jeunes étaient ouverts à tout le monde. Les projets jeunes, ils continuent. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est pas du tout celui-ci. Essayez pas de caricaturer. Vous comparez à Bernard Tapie au
PRG, Bernard Tapie. Moi, j'ai rien à voir avec le PRG, Bernard Tapie, non, rien du tout. Non, c'est pour ça l'animateur télé, Bernard Tapie, celui qui proposait de devenir un entrepreneur. Et donc, moi, je vous laisse dans votre apologie de la médiocrité. Moi, j'ai envie, au contraire, de pousser, de soutenir les jeunes, de voir l'enthousiasme. Et je peux vous dire que quand on les voit, mais on a envie, on a le sourire, on n'est pas aigri, on n'est pas haineux, on n'est pas à leur dire on va pas vous aider parce que vous faites des choses bien et que si on vous aide, on n'aidera pas les autres. Et ben nous, on va aider, on aide tout ça. Parce que c'est quoi la philosophie, monsieur? C'est quoi la philosophie, monsieur Martin? C'est qu'en aidant tous les ans, notre jeune, qui vont aider tous les ans, en aidant tous les ans, qui vous attribuent un talent, en aidant tous les ans, dans le cadre d'une promotion, et sans rien changer à ce qu'on fait avec les gens jeunes qui pour aider tous les jeunes, nous avons mis en place une dispositif pour aider tous les jeunes. On tire les vieux aussi, l'automatisme, on crée de la fierté d'être Lomérien, on crée de l'envie de faire des choses, on crée du dynamisme, on crée de l'entrepreneuriat, tout ce que vous n'avez jamais fait de cette académie de talent parce que l'idée est la seule ville de France qui propose cette idée, qui est dans l'innovation et qui n'est pas dans la répétition de ce dire. Aujourd'hui, si ça marchait si bien tout ce que vous avez fait, on n'aurait pas une jeunesse déboussolée, on n'aurait pas une jeunesse qui galère pour trouver du boulot. Nous, on va l'aider. On a commencé avec les cafés pour l'emploi, on va continuer dans la culture, dans le sport. C'est pas des paroles, c'est des actes, et notre jeunesse, on y croit. Et heureusement, on a une autre confiance que vous et la défiance que vous portez envers la jeunesse de Louviers. Cette jeunesse, c'est des vrais ambassadeurs de Louviers. Quand je discute avec Antoine Selman et qu'Antoine Selman, il nous dit qu'il est fier de Louviers, mais que pendant des années, il voulait faire des choses pour sa ville, il n'avait jamais de répondant. Et enfin, on fait aujourd'hui des choses pour notre ville et on est très fiers. Voilà. Je vais vous demander de passer Il semble effectivement piqué au vif par le fait que vous voulez aider l'élite des jeunes et que nous voulons aider tous les jeunes. Voilà, c'est effectivement un choix de société. C'est un choix de société. On ne peut pas vous laisser dire ça parce que c'est tout à fait faux. Personne n'a parlé d'élite des jeunes. Mais vous savez par exemple qu'un gamin qui a un talent particulier à l'école de musique, vous connaissez le coût d'un trombone pour accéder à un très bon niveau de formation? Il y a des aides pour ça? Eh ben non. Non, c'est faux, il n'y en a pas. Donc il n'y a pas de dispositif. Donc par exemple, ça peut être la possibilité pour des jeunes qui ont un talent, qui n'ont pas la famille justement, qui peut leur permettre d'accéder à un certain niveau, de le faire pour eux. C'est un exemple parmi d'autres. Ce qu'il faut que vous sachiez aussi, monsieur Martin, c'est que quand vous parliez de jeunes qui ne savent pas qu'ils ont un talent, et c'est vrai qu'il y en a qui sont humbles et qui ont un talent mais qui ne le savent pas, nous avons demandé au service de la ville de les repérer et de les aider à faire le dossier. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est élitiste, ça n'est pas vrai. Et puis j'ajoute que pour ce qui est de la jeunesse, je vous rappelle que nous sommes dans l'élaboration de la Convention territoriale globale qui va nous permettre de aménager un certain nombre de choses autour du thème de la jeunesse que vous n'avez pas très bien traité, au moins sous votre dernier mandat, voire sous vos 2 derniers mandats. Parce qu'il faut véritablement... C'est les faits. C'est un peu compliqué. Mais faites attention, c'est un terrain glissant, ça. Oh non, alors là... Vous avez glissé sur votre collègue. Non, pas du tout. Non, je sais très bien. vous voyez pas de problème, mais moi je vois très bien aussi de quoi je parle. Et son collègue Coquelet au Conseil Général aussi. Non, allez, continuez. Voilà, donc convention territoriale globale qui va nous permettre de mener une politique ambitieuse en matière de jeunesse. Très bien. On va passer au vote sur cette délibération. C'est la tranquille. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il, monsieur Martin, je vous demande de vous taire. Y a-t-il des abstentions sur cette délibération? Je remets au vote. Y a-t-il des votes contre? Non. Vote contre. Très bien. L'élitisme, non. Parfait. Y a-t-il des abstentions? Je vous remercie. Deuxième délibération similaire, mais qui concerne donc la convention avec l'association La Croix-Rouge. Il y a une erreur matérielle dans cette convention puisque le montant indiqué dans la délibération est de 1 000 €. En réalité, le montant est de 1 500 €. Donc je demande à ce que ce soit bien noté. Le montant de la subvention proposée par la Croix-Rouge est de 1 500 €. J'imagine qu'il n'y a pas de demande, puisque c'est la même chose que la délibération précédente, et je remets voix. Y a-t-il des votes contre? Monsieur Martin, je pense que vous votez contre. Vous avez voté contre sur la précédente délibération. Oui, il faut le faire. Vous votez contre? D'accord. Y a-t-il des abstentions? Il n'y en a pas. Je vous remercie. Je remarque juste que quand certains nous disent qu'on ne sait pas chercher des subventions, ils votent contre quand on a des subventions. Il faudra nous expliquer la cohérence sur cette position. Mais là, c'est une délibération sur le financement. Mais voilà. Martin, c'est une délibération sur le financement. Je trouve ça en tout cas.
Et on va passer à la délibération suivante. Je trouve ça très très symptomatique que sur un projet positif, novateur, eh bien, l'opposition vote contre quelque chose qui, voilà, est là pour, pas M. Laroux. C'est le motif de la communication et je vous invite à venir nombreux le 19 juin. Mais ça, c'est l'idéologie. C'est l'idéologie du gouvernement par le bas. Délibération suivante, Monsieur José Pérez. Merci Monsieur le maire, mesdames et messieurs. La présente délibération a pour objet d'autoriser Monsieur le maire à signer une convention avec la commune de la Haye-Malherbe pour permettre aux enfants malherbois de fréquenter les accueils de loisirs de l'Oublier et pour une durée d'1 an à partir du 1er juillet 2015. Est-ce qu'il y a des questions? Il y a un prix, c'est un prix de... Là, non, c'est 6 euros, je crois. 6,50 euros. Non, non, 4. Ah oui, c'est madame, c'est 4, c'est les autres qui sont 6. C'est 4 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Non, mais il me semblait qu'à l'agglomération, il y avait cette compétence allait rentrer en fonction incessamment sous peu. Je voudrais savoir comment vont situer nos centres aérés par rapport aux communes qui n'en ont pas. Alors, il y a en effet une discussion qui est en cours avec la commission jeunesse. Voilà, en ce moment même, hein, donc les conclusions sont encore. C'est René Dufour qui mène cette discussion, donc on n'a pas encore le résultat de la proposition sur ce sujet. Est-ce que nous, on rentrera dans le site? Oui. Pourquoi? C'est pas possible. La commission enfance-jeunesse se tenait ce soir à 18h et on était nombreux à vouloir y participer, donc ça n'est pas impossible. En tout cas, ça va être étudié, puisque effectivement l'agglomération a pris la compétence enfance-jeunesse, donc elle est d'intérêt communautaire, donc un peu à géométrie variable. Et donc il faut qu'on voit comment effectivement nous on peut rentrer dans la musique. Voilà. C'est en cours de discussion. On a transmis à René Dufour, le vice-président en charge de cette question, ce que nous souhaitions. Peut-être que vous en avez fait autant du reste. Et tous ceux qui souhaitaient participer à cette commission, la commission elle est ouverte. Donc voilà, et donc on verra ce qui en ressort et on pourra, le cas échéant, amender. Bon, je suis monsieur le maire, vous parlez de commission, il y a peut-être des collègues qui aiment bien, mais nous, on est au courant de rien. Les dates des commissions, nous. Mais c'est un problème qu'on a déjà soulevé, mais malheureusement, ça ne vient pas de la ville de Louviers. Je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez la démarche auprès de la direction générale, du secrétariat de la direction générale. Et donc, du coup, vous recevez les invitations ou pas? Non, mais ce que je veux dire, c'est que nous, on n'est pas nombreux. Déjà, à l'Aiglon, on est 3. Oui. Donc, il y a des commissions qui nous intéresseraient, même si on n'est pas inscrit en préalable, parce qu'à 3, il faut qu'on essaye de voter. Donc, on ne le sait pas pour l'instant. Mais vous pouvez être inscrit à 3. Mais oui, mais monsieur Young, vous ne souhaitiez pas passer directement par l'agglomération, vous ne souhaitiez pas passer par le truchement de la ville. Mais en fait, non. Parce que vous pouvez tout à fait signaler, je peux le faire pour vous si vous le souhaitez, mais au secrétariat général de la CAS, qu'on vous envoie les invitations de toutes les commissions directement sur votre mail. C'est tout à fait possible, hein, et vous allez à ce que vous souhaitez aller. Non, mais à l'ensemble des membres, il n'y a aucun problème, mais ça passe, c'est un lien direct aglo. Élus. D'ailleurs, qui sont les conseillers communautaires ou pas, hein, ça peut être les conseillers, monsieur le conseiller communautaire, vous pouvez tout à fait assister à l'ensemble des commissions que vous souhaitez. Simplement, c'est pas à nous d'envoyer les convocations, c'est directement à la case. Et soit, si vous souhaitez faire ça, on donne les noms de tous les conseillers de l'opposition de votre groupe à la case, vous recevez toutes les convocations de toutes les commissions, vous allez à celle que vous voulez, au moins vous avez l'information. Mais ça vient pas de nous, ça vient de la case. Il faut nous le dire et on transmettra. Mais je vous ai déjà parlé. Mais je vous ai demandé aussi qu'on fasse périodiquement. Oui, je pense qu'on pourra le faire au mois de juin. Non, on peut le faire au mois de juin. J'avais prévu de faire au mois de juin un point sur les sujets de la case. Tout à fait. Nous, on y est parlé l'an dernier. C'était bien prévu pour le conseil du mois de juin. On va donc passer au vote sur cette délibération. Qui s'abstient? Qui vote contre? Merci. Alors, les deux prochaines délibérations, je vais continuer. Les deux prochaines délibérations sont exactement les mêmes, sauf qu'il y a simplement un délai différent. Donc c'est la ville de Surville, donc je vais faire tous les deux en même temps. Donc c'est d'autoriser aussi monsieur le maire à signer une convention, donc que ce soit avec la commune de Surville et la commune d'Interville. Et ce, pour une période qui est un petit peu différente de la première,
qui concerne donc la période du mois de juillet et mois d'août 2015, pour les deux. Est-ce qu'il y a des questions? Si, même prix. Un carré est à 6,25, pardon. Et sur l'huile à 4 €. On passe au vote. Il y a des abstentions. Qui votent contre? Merci. Merci. Délibération suivante, on débat sur les taux de logement. La délibération suivante. Quand l'association cyclisme assistance a organisé l'épreuve autour de l'heure junior les 2 et 3 mai derniers, dans la dernière étape, avec 3 passages sur la ligne d'arrivée, s'est déroulée le 3 mai à Louviers, boulevard du Joffre. Cette initiative a contribué à l'animation de notre cité et en vue de l'assistance, constatons que les Louviériens apprécient énormément ce sport très populaire. En conséquence, je vous propose d'accorder une subvention de 3 600 € à l'association organisatrice Cyclisme Assistance. Est-ce qu'il y a des questions? Des abstentions? Qui votent contre? Unanimité, Merci. bravo. Merci. Sylvie Langeard, pour une délibération sur une demande de subvention pour une expo à la médiathèque. Bonsoir. Il faut ton micro, Sylvie. Bonsoir. Alors, la médiathèque Boris-Vian présente depuis le 20 avril et jusqu'au 30 juin 2015 une installation numérique et littéraire plus loin qui a été conçue par le collectif IDI, et cela en collaboration avec Art 276, qui est un établissement public de coopération culturelle qui organise aussi le festival Terre de Parole qui aura lieu au mois de juin à Louviers. Cette installation a lieu dans le cadre du festival du printemps de la médiathèque Grandes Illusions, qui offre de nombreuses animations, rencontres littéraires, conférences et ateliers pour le jeune public et adultes. À cet effet, la ville de Louviers sollicite la Direction régionale des affaires culturelles de Haute-Normandie pour l'attribution d'une subvention d'aide à la production de cette installation. Y a-t-il des questions? Donc, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Jacques Bigot pour une série de délibération sur les travaux publics. La première délibération concerne le principe de convention avec la communauté d'agglomération. Donc jusqu'à maintenant, la case donnait des... Comment on appelle ça? Attendez, j'ai pas mes lunettes. La case entre les deux n'est pas une c'est une même lunette pour tout le monde. C'est ça la solidarité municipale. Sinon, c'est encore pas vous La presse ici fédérale. Donc voilà, c'était les petits aménagements de voirie. Donc jusqu'alors, chaque commune pouvait bénéficier d'aménagements de voirie à hauteur de 50 000 €, avec une participation de 17,5% pour les communes. À partir de cette année, la CASE a prévu que les 4 principales communes n'auraient plus droit à ces petits aménagements, mais rentreraient dans un budget qui est le budget lié aux aménagements qualitatifs. Donc 4 communes, Louviers, Val-de-Reuil, Pont-de-l'Arche et Le Vaudreuil, donc ces 4 communes ne pourront pas bénéficier de ces aménagements. À la différence, c'est que ça change de budget. Le gros avantage qui ne nous concerne pas nous, c'est que toutes les autres communes auront 2 aménagements sur les 5 ans sans participation. Parce qu'on s'est aperçu qu'un certain nombre de petites communes n'avaient pas les moyens de mettre les 32,5% pour payer ces petits aménagements qui étaient pour elles à hauteur de 20 000 € pour la plupart. Voilà. Est-ce qu'il y a des abstentions? Il y a d'autres contre? Je vous remercie. La deuxième délibération, c'est toujours une convention de délégation de maîtrise d'ouvrage, et ça concerne cette fois la rue Saint-Jean et le boulevard Postel, où il y a un certain nombre de passages qui ont été protégés, qui ont été construits en pavé. Ça vieillit très mal, même si la rue Saint-Jean reste une voie très agréable et très jolie, sauf que ces pavés se dégradent, et en même temps ils ne se voyaient pas. Donc la décision a été prise. C'est la ville qui finance donc, les nouveaux passages protégés avec une signalisation réglementaire.
Et ces travaux se réaliseront au mois de juillet. Pardon, Franck? Non, je disais une signalisation pétard. Une signalisation qui permet de sécuriser les gens, oui, voilà. On vit bien à la campagne, hein, avec toi. Bah oui, écoute, désolé, hein, j'ai pas ta conception des aménagements réglementaires. Ah, esthétiquement, non, ça c'est... Non, bah, c'est sûr. C'est pas grave en même temps. Mais on va élever le débat. Oui, alors je propose, qu'est-ce qui vote contre, qui s'abstient? Je vous remercie. Un aménagement de sécurité sur la RD 313, route de Saint-Pierre. Toujours une convention de délégation. Il y a eu un certain nombre d'aménagements suite à ce qu'on appelle les aménagements de sécurité qui ont été réalisés à l'entrée-sortie de ville à hauteur de la route de Saint-Pierre. Ça ne fonctionne pas. Les gens repartent du carrefour et mettent les gaz pour prendre la route de Saint-Pierre vers le Vaudreuil. Donc on propose d'installer maintenant un stationnement en chicane qui va sécuriser les riverains et qui va provoquer automatiquement, comme ça s'est fait route de Passy, qui va provoquer des ralentissements et sécuriser la sortie d'un certain nombre d'habitations qui étaient devenues très dangereuses. Devenues très dangereuses? Oui. Mais c'est toi qui avais dessiné le ménage. Ah oui, bah tu vois, il n'y a que moi qui se trompe, hein, tu vois, Franck, toi t'es parfait. Moi je suis désolé, Franck. L'erreur est humaine. Bon, en même temps, c'est pas moi qui ai dessiné, mais bon, ça fait plaisir à monsieur cher ami. Bah écoute, Franck, moi je suis pour la sécurité des gens. Voilà, tout simplement, et des habitants de l'oublier. Les provocations minables ont pas à trouver d'écho ici. Alors, qui vote contre? Qui s'abstient? Moi je vais m'abstenir. Oui. Souvent les chicanes. Alors attendez, parce que souvent les chicanes, bon. Est-ce que vous pouvez faire une phrase complète, monsieur Larue, s'il vous plaît? Prenez un micro, monsieur Larue, parce qu'on voit vos paroles en général. Les chicanes peuvent être aménagées dans d'autres territoires de la case. Les personnes âgées? Non, d'autres chicanes ont été aménagées. Dans des routes du territoire de la case qui n'ont pas été vraiment une réussite puisqu'ils ont pété les pneus de plusieurs usagers. Par exemple à l'entrée de Pont-Large. À l'entrée? L'entrée de Pont-Large, ou encore. Là, on parle de Louviers. Oui, derrière Louviers aussi, devant l'école. Non. Alors, c'est malheureux si les... Monsieur Larue, c'est malheureux si les gens abîment leurs pneus, mais l'objectif, si je peux me permettre de vous rappeler, c'est de ralentir la circulation. Ceux qui vont trop vite, eh bien, évidemment, ils s'exposent à ce genre de problème. D'où l'utilité des chicanes, justement. Voilà, c'est la preuve que ça fonctionne. Qui vote contre, qui s'abstient, je vous remercie. Non, monsieur Larue, vous abstenez, monsieur Larue. Très bien. Autre délibération concernant des travaux d'étanchéité sur... c'est une demande de subvention pour des travaux d'étanchéité sur l'église Notre-Dame. Est-ce que vous avez des questions? Oui, l'enfouissement des réseaux aériens de communication électronique et de distribution d'électricité. Oui, pardon. Donc là, il y a la création d'un fourreau, d'un nouveau fourreau, dans la partie du bac Champagne qui est en train d'être reprise par le siège. Création d'un fourreau qui a pour objectif de passer le très haut débit. La question c'est à qui on attribue cette installation, soit à la personne publique, soit à Orange. Et on propose que ce soit à Orange, de manière à passer ce très haut débit, puisqu'on a défoncé la route ces temps-ci. Cher Franck. Oui, ma question s'adresse à nouveau, puisque nous avons la chance d'avoir des conseillers généraux. Quand est-ce que départementaux? Le plus marrant, c'est que c'est moi qui avais un peu de temps. Ça irritait beaucoup Collard quand je disais conseiller départementaux. Voilà, je l'ai dit aussi. Monsieur et madame la conseillère générale, départementale. Au lendemain de la libération, la France avait besoin d'être électrifiée, donc partout en France se sont constitués, notamment sous l'impulsion de Pierre Mendès France, des syndicats d'électricité. Aujourd'hui, le syndicat d'électricité, à part syndic de siège, à part être un fromage pour sénateur assis, est complètement inadapté. Appréciera. Oui, est complètement inadapté
bon, c'est un fait, est complètement inadapté à une gestion intercommunale, enfin une gestion moderne, tout simplement, de ces problèmes d'enfouissement de réseau, etc. On a pu constater quand même de graves dérives de gestion qui ont été sérieusement étouffées, mais enfin bon, la pointe de l'iceberg a quand même réussi à émerger. Quand est-ce qu'on se débarrassera du siège et qu'on confiera ses compétences aux intercommunalités? Est-ce que votre majorité aura le courage de s'attaquer à ce fromage? En tout cas, la précédente ne l'a pas eu. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une question. Alors, avant de il y a une question. Monsieur Canivet. Oui, non, moi, oui, alors vous savez ma connivence que j'ai avec l'association d'élus qui a combattu effectivement ces syndicats qui sont effectivement très lourds et qui posent des problèmes aux agglomérations. Tout simplement qui posent des problèmes parce que la majorité des agglomérations ont la compétence voirie, aussi la compétence canalisation, fourreaux, etc. Et qui se retrouvent avec un syndicat qui suit ces lignes, accès, mais au niveau du département, ils ne sont pas forcément les mêmes objectifs. Ça pose problème. Déjà, donc, dans un premier temps, moi, je ne suis pas... moi, je suis effectivement... Je serais plutôt pour la suppression du siège. Je mettrais pour, mais l'association d'élus que vous connaissez préconise que le siège ne soit pas représentatif des communes, une voix par commune, mais représentatif des intercommunalités qui ont, à la charge, souvent, la voirie et Je trouve que ce serait bien que les élus de Louviers défendent ce point de vue et que le siège, dans sa nouvelle composition, soit représenté par les intercommunalités et pas par les communes. Je rappelle la délibération. Ça concerne un fourreau, tout simplement. Ça a un peu du mal à élever la voilà, désolé, moi je suis quelqu'un de terre à terre. Mais nous ne sommes ni à l'agglomération, ni au conseil départemental. Jean-Pierre Dubéré, qui est notre délégué au siège. Je voudrais répondre à M. Martin, hormis que Ladislas Matos, qui sera ravi d'être qu'il s'est passé. Ceci étant pour siéger justement au siège, je peux assurer que lorsque nous faisons, nous engageons des travaux, c'est en concertation avec ce qui se fait à la case, et lorsque nous avons siégé à la dernière réunion, pour les travaux notamment de la rue du Val-Champêtre, puisque j'ai même remplacé Jacques Ludo à cette réunion-là, je peux vous assurer que tout a été mis en œuvre pour justement ne pas arriver à défoncer ce que nous reprochaient certains habitants de Louviers, de défoncer à tour de rôle les rues quand c'était le télécom qui passait, le gaz, l'eau, etc. Ça ne se fait plus, tout se fait actuellement ensemble. Bon, maintenant, le sujet de ce soir... Quelle est la plus-value du siège? Mais la plus-value, ça sert à quoi? C'est la coordination de tous les travaux qui sont faits actuellement. Si, je le maintiens. On va pas faire un débat sur le siège, là. C'est un débat pour le siège. Du tout l'objet de la délibération. Mais là, l'objet de la délibération, c'est de pouvoir passer de fourreau au fourreau. Voilà, on va revenir, merci Jean-Pierre, et on va revenir sur l'objet de la délibération. S'intéresser quand même à la gestion locale. C'est une institution obsolète, c'est une institution inefficace, et c'est une institution, disons, dangereuse pour la transparence. Ça vient de venir pour ta prochaine campagne. Ta prochaine campagne pour être sénateur. Sur le siège. Prépare tes arguments. Jackie, on va passer au vote. Oui, je vous propose de voter Bruno Canivet. Oui, malgré les précautions d'usage de la convention avec Orange, qui sera propriétaire et pourra mettre à disposition de la puissance publique l'utilisation du fourreau, sauf que on devra payer quelque chose si on utilise le fourreau, quand même, la puissance publique c'est bien marqué à 0,15 € du mètre carré. Moi je pense qu'on aurait pu être propriétaire, nous, dans la solution A du fourreau, et de faire payer Orange son utilisation, ce qui nous permettait également de pouvoir mettre nos opérateurs également dans le fourreau. Parce que pour l'instant, je ne suis pas sûr que, si je me souviens bien, dans ce qui s'est passé dans d'autres endroits, que ce soit Orange n'est pas très chaud ensuite pour permettre à d'autres de s'installer sur ses propres installations. Il y a une obligation. Oui, après il y a des règles qui précisent les droits des uns et des autres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, concernant c'est un peu un cavalier, mais concernant le très haut débit, vous savez que quand la municipalité s'installe, un accord entre les opérateurs privés, la région qui organisait
et le syndicat et le conseil départemental. Donc Louviers avait été sélectionné pour que les opérateurs y installent le très haut débit. Où en est le dossier? Non, mais sur Louviers n'est pas dans le périmètre du syndicat. Oui, non, mais non, justement, le syndicat, c'est pour ceux qui ne sont pas pris en charge. Mais vous pouvez arrêter de vous répondre ou pas? Je peux vous répondre ou pas? Je peux faire une phrase d'introduction à mon propos ou vous sautiez dans la cabri sur votre chaise? Non, mais je vais vous répondre. Gardez votre calme. Des évidences. Je commence mon propos, mais vous voyez, j'essaie d'avoir un propos aussi cohérent pour aussi les personnes qui me regardent, pour qui j'ai un peu de respect. Donc c'est pas la peine d'hurler dès qu'on gauche. Donc, je le redis, parce que peut-être que ça n'a pas été entendu. Donc, Louviers n'est pas dans le périmètre du syndicat départemental. Nous travaillons avec Orange et une conférence de presse est prévue dans 3 semaines, avec Orange, ici même, pour justement annoncer le phasage des opérations sur 5 ans, avec un bouclage d'ici 2020 du très haut débit à Louviers. Alors, ce qu'il est bon de préciser, c'est que le problème qui se pose, en fait, c'est que les opérateurs, comme vous le savez, ont choisi les villes que plutôt où ils avaient trouvé des clients. Donc, ils ont pris Vernon, ils ont pris Évreux pour SFR et ils ont pris Louviers pour Orange. Le problème se pose effectivement pour les autres communes de l'agglomération, c'est pas le problème de Louviers. Étant entendu que ce qui est important, c'est que le syndicat Heure Numérique a demandé à Orange s'il pouvait utiliser les fourreaux d'Orange. C'est-à-dire que Orange doit mettre, enfin les anciens fourreaux France Télécom doivent être mis à disposition. Et quand ce qui concerne Louviers, c'est extrêmement important parce que le problème, c'est qu'il faut les faire passer d'un point à l'autre de Louviers et donc de traverser Louviers. Parce que jusque-là, ils en étaient à envisager de contourner Louviers, ce qui aurait coûté beaucoup plus cher que d'utiliser les fourreaux d'Orange. Est-ce qu'on peut utiliser les fourreaux déjà placés pour le haut débit? Oui. Que Louviers est traversé. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors par exemple, vous avez le cas de Val-de-Reuil où ils ont déjà tout installé et tout, et ils sont fous furieux parce qu'ils ont installé que ça va leur donner, ça va pas leur donner un avantage absolu. Alors, en tout cas, la conférence de presse, elle sera, il y a 2 dates pour l'instant en suspens, mais elle sera avant le 15 juin. La conférence de presse avec Orange sur ce sujet pour Louviers qui sera qui sera vraiment une explication de la méthode et du calendrier de mise en place des choses. Donc je reviens au fourreau entre la rue Saint-Gros et les Amoureux. Je vous propose de passer le vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Ensuite, une autre délibération concernant l'église Notre-Dame et une demande de subvention. Est-ce que pour des travaux d'étanchéité, est-ce que vous avez des questions? Ça fuit en fait. Ça fuit toujours. Pardon? Donc il y a des travaux d'étanchéité, à faire, et il y a la première délibération, c'est une demande de subvention pour réaliser en partie ces travaux. La deuxième délibération, ça concerne une chute de pierre qui a eu lieu dernièrement, et il y a des travaux de consolidation qui sont prévus, et l'idée, là encore, est de demander une subvention. Après la troisième délibération, je laisserai ma collègue Sylvie Langard l'exposer concernant les statuts. Mais moi, les deux que je propose de discuter, c'est les deux demandes de subvention pour simplement, c'est dans ces délibérations-là qu'est indiquée l'organisation, le cadre de la demande de subvention. C'est là où il faut comprendre très bien. On donne un micro, sinon on vous entend pas. Qui applique? Donc, en 2002, un diagnostic complet, qui a pris des mois à établir, en accord avec l'architecte des monuments, en sens et la DRAC, donc un diagnostic complet, global, approfondi, qui mérite sans doute d'être revu, l'évolution du bâtiment avait été menée. À la suite de ce diagnostic, nous avions engagé, financé de très lourds travaux de restructuration complète de l'édifice qui menaçait de s'effondrer, parce qu'on avait été obligé de le fermer. Et donc, ça a abouti à la réalisation de 2 tranches de travaux tels que ce diagnostic l'avait déterminé. On savait, bien évidemment, et je vais vous poser la question, qu'il était temps maintenant de passer à la 3e phase,
qui était clairement définie dans ce diagnostic, c'est-à-dire les travaux d'étanchéité sont une partie de la réfection de la façade sud de Notre-Dame. Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que là, comment s'articule l'évolution des travaux prévus dans le cadre de ce grand diagnostic. J'ai noté en satisfaction qu'effectivement ce diagnostic allait être réactualisé en fonction d'abord des travaux accomplis et faire le bilan des travaux accomplis, et ensuite effectivement indiquer la suite. Mais là j'ai l'impression qu'on greffe sur ce programme pluriannuel d'investissement qui a été cadré par les études, on greffe des opérations relativement mineures, ce qui ne les rend pas illégitimes, hein, je ne critique pas le fait, ce qui les rend pas illégitimes, et quelle est la cohérence dans ces petites actions, puisque l'étanchéité pour moi, je me souviens du dossier technique, l'étanchéité de la partie sud du bâtiment ne peut pas être faite sans une refonte complète d'un certain nombre de... etc. Alors est-ce que c'est de ça dont il s'agit, ou il s'agit d'un coup de ricolin que vous avez l'habitude de dépasser? Non, c'est ponctuel, hein, c'est une urgence qui est apparue, comme c'est indiqué dans la délibération, c'est la sacristie, ça tombe sur une armoire électrique, donc c'est une intervention ponctuelle, et on nous a proposé de nous accompagner, enfin, à partir du moment où on faisait cette demande. D'où ma question, qu'en est-il de l'évolution du dossier sur la troisième tranche? Où est-ce qu'on en est? Moi, je vais répondre donc, je vais laisser la parole, sur les deux problèmes qu'on évoque ce soir, sur les deux demandes de subvention. Donc il y en a une, c'est les pierres qui sont tombées, et là il y a une consolidation à faire, c'est ce que je viens de dire, et l'étanchéité, ça correspond à la sacristie. Entre-temps, par rapport à ce que tu dis, il y a eu d'autres problèmes à Notre-Dame. Hein. Le chauffage, on est amené à le changer pour... tu vois, donc entre le bilan qui a pu être fait il y a 2-3 ans, les choses 2002. Voilà, donc les choses évoluent encore. Hein. Donc on traite l'urgence, qui n'empêche pas à ce bilan de continuer et d'envisager d'autres travaux. Simplement, le chauffage, c'est pas un problème structurel. Hein. Non, c'est pas structurel. Simplement, les reprises définitives des pierres incriminées entreront dans les programmes de travaux qui seront issus du diagnostic général du bâtiment, qui va être prochainement mis à jour. Alors, je ne comprends pas bien l'articulation de tout ça. Désolé, je ne comprends pas. Ça n'entre pas dedans, donc je confirme. Il y a des travaux d'urgence là pour lesquels on sollicite des subventions, et il y a le programme structurel qui continue et qui en effet sera inscrit dans notre plan pluriannuel d'investissement. Je ne veux pas faire le mauvais esprit, vous savez que c'est important. Donc, est-ce que le fait de faire cette travaux structurelle n'est pas le fait que précisément le programme n'avance pas? C'est ce que je viens de te dire. Sur la sacristie, ça tombe sur une armoire électrique avec tous les dangers que ça peut représenter. C'est vraiment une opération ponctuelle pour éviter un accident. Et les chutes de pierre, c'est pareil. Les personnes à mobilité réduite rentrent par là, on ne peut plus les faire rentrer par là parce qu'il y a ces chutes qu'il faut consolider. Voilà les deux opérations. La dernière question, puisque vous avez un programme. Dont vous parlez, c'est essentiellement le bas côté sud. C'est pas la façade, c'est le bas côté sud. Donc vous savez que ce sont des travaux colossaux qui mobilisent énormément d'argent public, et qu'il nous faut des cofinancements et tout un montage. Voilà, et c'est très compliqué. Quand allez-vous et donc, il se trouve que le diagnostic que vous évoquez date de 2002. Voilà, exactement. Il y a une actualisation du diagnostic qui a été fait en 2002. À l'heure actuelle, on travaille sur cette actualisation. C'est pour ça que les travaux ne sont pas encore engagés. Mais quand on aura actualisé l'actualisation du document... Quand allez-vous inscrire ces travaux de fond? Quand est-ce que vous allez finir Notre-Dame? Voilà. Quand on aura pu, accompagné par la DRAC, réactualiser le diagnostic, qui date de 2002 alors que nous sommes en 2015, nous pourrons avoir une notion globalement de l'épure financière dont on va avoir besoin pour les entamer, et ça nous permettra du coup de faire démarrer les travaux au bon moment. D'autant qu'il faut aller rechercher les financements, ça ne vous a pas échappé, monsieur Martin. Pour le moment, le dossier est à la DRAC. Il y a la DRAC, et si on ne s'occupait pas de Notre-Dame, on n'aurait pas de réunion du comité tous les 3 mois, justement, pour la préparation, le suivi et la mise en place des travaux. Donc, nous, au moins, on organise
on organise les choses et on instruit les dossiers. Et donc, on ne va pas vous dire quand aujourd'hui, alors qu'on est en cours justement d'actualisation de ce diagnostic pour définir la date à laquelle on commence avec le plan de financement qui va avec. Et on est dessus, parce qu'il y a déjà eu, je parle sous le contrôle de Sylvie Langeard et de Jackie Bidot, 3 réunions du comité de suivi depuis... Très bien, très bien. Voilà, rassuré, parce que vous savez que la tradition des maires de Louviers, à laquelle j'ai dérogé, qui a été le seul à déroger, c'est effectivement de repousser ces travaux au calendrier grec. Pendant un siècle, il n'y a pas eu de travaux avant qu'on s'en occupe. Amen, je disais. Donc, amène les sous. Pas Patrice, mais ce qui se propose, c'est qu'on vote pour l'étanchéité. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Deuxième vote concernant la chute des pierres. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. Sylvie Langeard pour l'étude qui concerne la repose des 12 statuts d'apôtres. Oui, dans le cadre du comité consultatif consacré à l'église Notre-Dame, nous avons considéré que lors des premières réunions, qu'il fallait mener un diagnostic sur la restauration et la repose des 12 statues actuellement posées au sol dans la nef, et cela en collaboration avec la direction régionale des affaires culturelles. Une déclaration préalable de travaux a été présentée à la direction générale des affaires culturelles, et elle a reçu un avis favorable. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal de solliciter les différents partenaires afin d'obtenir des aides financières pour la réalisation de ce projet. Il s'agit d'une étude, je vous rappelle. Y a-t-il des questions? On va les rénover d'abord et on les reparlera peut-être après. Mais ça, ce sera quand l'étude aura tranché sur les travaux qui sont à faire. Pardon? Est-ce que le bâtiment adjacent au musée va faire l'objet de la réflexion? On n'a pas compris le bâtiment adjacent au musée à sa droite, est-ce qu'il va faire l'objet d'une réflexion aussi? Celui qui a les... Oui, celui qui a les rideaux qui se cassent la figure et qui a les contreplaqués aux fenêtres. Ah oui, alors ça c'est parce qu'effectivement dans le musée on ne peut pas atteindre ces fenêtres-là puisqu'elles sont masquées à l'intérieur du musée par des cloisons. Donc effectivement un jour il faudra peut-être faire quelque chose, mais ça c'est pas encore prévu. C'est vrai que c'est pas très joli. Mais nous n'y mettrons pas les statuts des apôtres, hein, monsieur Larry. Oui, c'était pas totalement le sujet de la délibération. Bon, donc il n'y a pas de questions. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci Sylvie. Jackie. Oui. Non, les chutes de pierre, c'est bon, c'est Pierre Lepuyer, pardon. Pierre. Bon, je vous propose une délibération, là c'est sur le marché des travaux d'entretien, grosses réparations et petits travaux neufs pour les bâtiments de la ville de Louviers et du CCAS. On a lancé un appel d'offres fin janvier 2015, un marché conclu pour une durée d'1 an à compter de leur notification, renouvelé 3 fois par période annuelle par titre de reconduction, et c'est un marché à bon de commande. Les critères de prix ont été fixés en fonction des remises faites sur les barèmes bâti-prix. Alors il y avait 9 lots. Lot 1, maçonnerie gros œuvre, lot 2, couverture, lot 3, étanchéité, lot 4, cloison, doublage, menuiserie intérieure et faux plafond, lot 5, menuiserie intérieure, lot 6, serrurerie métallerie, lot 7, plomberie chauffage, lot 8, électricité courant fort, courant faible, et lot 9, peinture, denture et revêtement de sol. Au lot numéro 1, 5 entreprises ont répondu. Lot numéro 2, 4 entreprises. Lot numéro 3, 6 entreprises. Lot numéro 4, 5 entreprises. Pardon. Il y en a une dont la candidature n'a pas été retenue au motif que les compléments sollicités dans le cadre de l'article. Je vais vite. Ok, on y va vite. Lot 5, 4 entreprises. Lot 6, 3. Lot 7, 5. Lot 8, 7. Par contre, aucune candidature n'a été retenue pour le lot numéro 9. Donc nous referons une procédure pour les peintures. Alors, la commission, réunie le 30 avril 2015, a décidé d'attribuer les marchés aux sociétés ayant remis les offres économiquement les mieux disantes, c'est-à-dire meilleur rapport qualité-prix. Lot numéro 1, gros œuvre maçonnerie carrelage, entreprise SPI Batignolles, Nord. Lot numéro 2, entreprise Rangée, à Louviers. Précisons. Lot numéro 3, CBEM. Lot numéro 4, Fuyard Frères. Lot numéro 5, Le Sueur Serrurerie à Louviers. Lot numéro 6, Le Sueur Serrurerie à Louviers. Lot numéro 7, FH Énergie Thermie Normandie. Lot numéro 8, des Ormeaux. Et comme je disais pour la peinture, on fait un tour.
Donc, qui a un commentaire? Qui veut commenter? Il faut en remettre une couche là. Allez, on va passer au vote là. Qui s'abstient? Qui vote contre? Je vous remercie. Merci. Gaëtan Bazir, pour une délibération importante sur le renouvellement de la commission communale d'accessibilité des personnes handicapées. Bonsoir. Le renouvellement de la commission communale d'accessibilité des personnes handicapées. Je ne vais pas tout vous lire de la délibération. Cette commission est compétente pour dresser le constat de l'accessibilité du cadre bâti existant et de la voirie, des espaces publics et des transports, faire toute proposition utile de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant et établir un rapport annuel présenté au conseil municipal et transmis notamment au préfet et au conseil départemental. Présidée par le conseiller municipal délégué en charge des personnes en situation de handicap, elle est composée de 3 collèges, un collège des élus de la commune, un collège de représentants de la commune et de la case, et un collège de représentants et associations des personnes en situation de handicap. Avez-vous des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Gaëtan. 2 dernières délibérations, délibérations qui concernent le personnel municipal. La première concerne donc l'attribution forfaitaire de l'indemnité de frais de représentation pour le directeur général des services. Donc c'est une possibilité qui est prévue par la loi avec deux possibilités, soit un remboursement sur justificatif, soit une indemnité forfaitaire qui ne doit pas être disproportionnée par rapport aux frais qu'impliquent les fonctions et qui est donc un complément de rémunération au terme de la jurisprudence et de la loi. Sur cette délibération, la deuxième, l'indemnité. S'il n'y a pas de demande, je le vois. Y a-t-il des votes contre, des abstentions? Je vous remercie. Et dernière délibération, Madame Perchet. Pour le personnel communal, une modification du tableau des effectifs. Donc l'évolution de l'activité des services de la ville, effectivement, on nomme une nomination d'une nouvelle directrice générale des services et pour répondre aux exigences du service public, suite à un transfert d'un agent du CCAS à la ville, il est proposé à l'Assemblée délibérante de porter à modification du tableau des effectifs, donc créer un poste d'attaché principal et transformer un poste d'agent social en un poste d'agent technique de 2e classe. Et puis l'évolution, effectivement, à l'issue de la commission administrative paritaire départementale, la transformation des postes qui vous sont présentés dans la délibération. Et donc, je vous demande d'actualiser le tableau des effectifs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Merci. L'ordre du jour est épuisé. Quelques informations sur l'agenda municipal des prochaines semaines. Pour vous dire qu'en effet, lundi prochain, 18 mai à 17h, ici même, tous les élus sont invités à participer à la réunion territoriale contrat de territoire en présence du président de l'agglomération. Ici même, donc, et vous recevrez une notification par écrit par mail, mais à 17h le 18 mai. Non, ce sera 17h le 18 mai. Ensuite, il y aura le vernissage de la nouvelle exposition du musée le 22 mai, vendredi 22 mai à 17h30. Puis, je vous invite à plusieurs événements importants. La nuit des sports, première nuit des sports qui se tiendra le vendredi 29 mai de 18h à 23h avec 25 clubs sportifs qui sont des partenaires de cette nuit des sports. Le lendemain, le 30 mai, le surlendemain, le 31 mai, nous aurons avec Didier Joël et Daniel Joubert qui aussi se sont chargés de l'organisation des premières puces Saint-Germain pour aussi faire revivre le quartier Saint-Germain. Et je vous invite à venir nombreux le 1er juin à 19h au Grand Forum pour la première grande rencontre de Louviers sur la liberté d'expression co-organisée par la municipalité avec la section locale d'Amnesty International et la projection d'un film documentaire Fini de rire qui sera suivi d'une conférence débat autour de Geneviève Garrigos, présidente d'Amnesty France, et de Jean-Marie Cavada, député européen et ancien président de la Commission des libertés du Parlement européen et ancien patron de presse. Et nous aurons dans la fin de cette semaine, le 6 juin, Actuel Oublié d'émission en direct sur Radio Espace, l'après-midi,
donc la déclinaison radio avec Radio Espace du magazine municipal Actua Louviers. Nous aurons le lendemain la fête de Louviers, enfin si c'est 7 juin, la fête de Louviers. Et puis le 11, 12 et 13 juin, et la clôture se fera à Louviers le samedi 13 juin, les premières rencontres Entreprendre avec l'Afrique qui se déroulent aussi à l'initiative de l'agglomération à la fois sur les communes de Eudemouville, du Vaudreuil, de Val-de-Reuil et de Louviers, avec la clôture qui se passera donc au Grand Forum le 13 juin à Louviers. Et le 22 juin, nous aurons la grande soirée d'information et le début de la concertation sur le projet du décor de ville au Moulin. Au Moulin, où il y a depuis aujourd'hui le festival du Moulin, et jusqu'au 18 juin. Et puis, Louviers accueillera le congrès normand de la Grande Normandie du Centre des jeunes dirigeants d'entreprise le 18 juin au Grand Forum, et le 19 juin, nous aurons le lancement de l'Académie des talents, dont nous sommes très fiers et très heureux à Louviers. Prochain conseil municipal le lundi 29 juin, et je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui en restent. Merci. Ah oui, pardon, et il y a le festival Terre de Parole, j'oubliais. Terre de Parole, évidemment, et le festival de jazz, évidemment. Festival de jazz et festival Terre de Parole. Ça bouge, tout à fait. Ça bouge à Louviers qui sert d'allié.